Normalement, il paraît que je parle sur la micro. Donc, bonsoir. Merci d'être venu. Bon, au niveau du son, tout va bien? Ok. Alors, bon, il a spoilé mon prénom. Je donne pas trop mon prénom, mais on censurera ça sur Internet, c'est pas grave. Sinon, donc moi, c'est Didemit là, sur Internet. Vous pouvez dire Di, c'est plus simple. Je fais une chaîne Peertube et YouTube qui s'appelle Esprit Critique. Alors la version compliquée de ce que je fais, c'est que c'est de la vulgarisation, réflexion philosophico-politico, historico-scientifico-betterave. Pour faire plus simple, je dis que je fais de la philosophie politique. Et alors ce soir, je vais avoir une conférence assez dense. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc je vais devoir éviter de trop improviser parce que sinon j'aurais pas le temps de tout dire et de discuter avec vous après, ça m'embêterait. Donc du coup, désolé, je vais pas mal lire en fait ce que j'ai écrit, mais je vais essayer de rendre ça vivant, mais peut-être que je vous regarderai pas tant que ça. Alors je suis désolé, il y a quand même un peu de trucs ici qui vont bouger, donc qui vont peut-être animer un peu plus. Et puis oui, alors dans ce que je vais vous dire, je sais pas quelle culture vous avez, quel truc vous avez l'habitude de voir et tout. Peut-être qu'il pourrait y avoir des choses qui vous perturbent un peu dans les choses que je vais vous dire et qui vous choquent un peu, qui vous donneraient envie de gueuler en plein milieu. Et voilà. Pour gagner un peu de temps, et puis, voilà, je vous conseille de garder vos idées de choses à dire pour la fin de la conférence. Et pendant le temps de la conférence, juste ouvrez vos chakras et soyez ouverts à des idées peut-être un peu différentes. Voilà, donc on va commencer. Alors, donc cette conférence s'appelle La carotte et le bâton. Je suis assez fier de ce titre. Et un titre un peu plus compliqué, c'est le pouvoir chez cet animal qu'est l'humain et comment lutter contre. Donc aujourd'hui, on va parler du pouvoir politique chez les humains. C'est un sujet donc, qui est ultra classique, ultra usé, mais moi, il y a un truc qui me gêne, c'est que la grande majorité des auteurs qui structurent encore notre pensée politique aujourd'hui, ils ont tous écrit avant Darwin, ou ils ont écrit avant qu'on comprenne et qu'on admette vraiment les leçons de Darwin. Et parce qu'en fait, Darwin, pendant bien un siècle au moins, il a été très mal compris et récupéré par différentes idéologies qui déformaient complètement sa théorie de la sélection naturelle, ce qui a donné des absurdités comme l'eugénisme, le darwinisme social ou le racisme scientifique. Et c'est que très récemment, à partir des années 50 ou 60 ou plus tôt, qu'on a fini par vraiment admettre la sélection naturelle telle que la décrivait Darwin, et pas complètement déformée, comme étant le mécanisme principal régissant l'évolution des êtres vivants, tout en l'enrichissant bien sûr de tout un tas de découvertes nouvelles qui l'ont rendu bien plus subtil et nuancé. Mais à ma connaissance, dans tous les milieux politiques, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, on continue pourtant de se baser sur des idées développées par des gens qui n'avaient aucune idée de comment fonctionnent réellement les êtres vivants, puisqu'ils n'avaient pas compris Darwin. On ne peut pas leur en vouloir, hein, ils ont fait avec les connaissances de leur époque. J'ai fait beaucoup trop de notes, du coup je suis obligé de faire défiler. Mais donc oui, voilà, ça explique pourquoi ces idées politiques sont souvent bancales, pourquoi surtout quand on tente de les appliquer, on arrive rarement aux résultats escomptés. Et je pense qu'il serait temps d'admettre qu'il va falloir mettre à jour tout ça sérieusement. Oui, c'est très très prétentieux et très ambitieux ce que je propose. Alors déjà, nous sommes des animaux. Ça, c'est la principale leçon de Darwin qu'on devrait avoir vraiment intégrée. Mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait vraiment intégré jusqu'au bout, le fait qu'on soit des animaux. On ne descend pas des animaux, on n'est pas les cousins des animaux, on est des animaux. Là, vous avez un schéma, donc c'est un aperçu de l'évolution. Donc la chronologie, elle se fait du centre vers la périphérie. Au centre, on a l'ancêtre commun de tous les êtres vivants, après ça se divise en branches, et puis tout est à la périphérie. En bleu, là, vous ne voyez pas parce que c'est en tout petit, mais chaque petit trait bleu, c'est un nom d'espèce. Et en fait, là-dessus, vous n'avez pas du tout toutes les espèces. Hein. Il y a un échantillon de chaque famille d'espèces pour donner un aperçu de ce que ça donne.
Donc alors les animations ça va, elles sont pas trop pourries. Donc tout le monde, toutes ces espèces-là, elles ont évolué depuis 3,5 milliards d'années. La grande majorité de cette évolution, elle s'est faite en commun, en fait. On a une bonne partie de notre évolution en commun avec, je sais pas, les jonquilles, par exemple. Et donc, petit à petit, on s'est séparés, on s'est différenciés, mais on a beaucoup de choses en commun avec tous les autres êtres vivants. De la même manière, on ne descend pas des grands singes, on n'est pas les cousins des grands singes, on est des grands singes. Là, vous avez un petit arbre des grands singes. Alors même là-dessus, il n'y a pas tout qui a été mis, parce que là, il y a surtout les espèces qui existent encore actuellement, et quelques exemples d'espèces disparues, mais il y a beaucoup plus d'espèces disparues que ça. De la même manière, nous sommes des primates, nous sommes des mammifères, nous sommes des tétrapodes, nous sommes des vertébrés, et nous sommes des animaux, nous sommes des eucaryotes multicellulaires et nous sommes des êtres vivants. Et donc pour cette simple raison, si on l'intègre vraiment, normalement tout ce qu'on sait des êtres vivants, des eucaryotes multicellulaires, des animaux, des vertébrés, des tétrapodes, des mammifères, des primates et des grands singes, doit nécessairement s'appliquer tout autant aux êtres humains. Je ne parle pas seulement de la sélection naturelle, je parle aussi de la dérive génétique, mais de la psychologie animale et surtout de l'éthologie. L'éthologie, c'est l'étude du comportement individuel et collectif des animaux. Et ça, c'est un domaine de recherche qui s'est beaucoup développé. On apprend plein de choses sur le comportement des animaux. Et ça peut être intéressant de voir à quel point réellement on a un comportement différent de celui des autres animaux. Donc si on trouve un truc qui semble ne pas s'appliquer aux êtres humains, il va falloir l'expliquer avec des arguments solides, expliquer quand et pourquoi ces lois qui s'appliquent à tous les autres animaux ont cessé de s'appliquer aux humains. Et de la même manière, dans le sens inverse, le fait de réserver des pans entiers de la science à l'étude de choses censées s'appliquer uniquement aux humains, à savoir les sciences humaines, donc l'histoire, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, les sciences politiques, ça semble très bizarre. Donc, de deux choses l'une, soit ce que disent les sciences humaines devrait se retrouver au moins en partie chez les autres animaux, d'autant plus parmi ceux qui sont les plus proches de nous, soit ce sont effectivement des choses qui ne s'appliquent qu'à l'humain, et dans ce cas-là, il va falloir expliquer, avec des arguments sacrément forts, pourquoi seuls les humains fonctionnent comme ça, et à partir de quand cette branche-là des grands singes s'est mise à obéir à des lois scientifiques complètement différentes de celles qui régissent la vie des autres grands singes. Alors déjà, un autre truc qu'il faut comprendre, qui là pour le coup date pas de Darwin, mais encore plus récent, mais c'est que il va falloir abandonner l'espèce en fait. La notion d'espèce, c'est quelque chose qu'on est en train d'abandonner. Parce que la grande difficulté donc, pour établir des spécificités humaines, c'est que le concept même d'espèce humaine, puisque c'est une espèce, et donc le concept d'espèce en général, c'est extrêmement flou. D'ailleurs en biologie, on l'utilise donc de moins en moins. Et la question se pose du coup de à quel moment exactement un grand singe qui n'était pas encore un Homo sapiens a donné naissance à un Homo sapiens. Cette question n'a pas de réponse parce qu'elle n'a aucun sens en fait. L'évolution, elle est graduelle, elle se fait petit à petit, des individus développent des mutations aléatoires, puis c'est le filtre de l'environnement qui fera que telle ou telle mutation s'avérera être un avantage ou un handicap dans cet environnement-là. Et donc fera que cette mutation se répand ou disparaît dans tout le groupe constitué de tous les individus qui peuvent se reproduire ensemble et donc mélanger leurs gènes, en fait. Le groupe des individus qui peuvent se reproduire ensemble, ça peut être pour deux raisons, soit par compatibilité biologique, soit par proximité géographique. Il y a des animaux qui peuvent très bien se reproduire ensemble si on les met ensemble, mais ils ne se voient jamais, ils ne sont jamais au même endroit, donc ils ne se reproduisent pas ensemble, donc il n'y a pas de flux de gènes entre eux. Ça, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais on a fait des hybrides de lamas et de dromadaires, alors que ils habitent sur des continents complètement différents. Simplement, c'est la même famille, c'est les camélidés. Ils sont séparés depuis 13 millions d'années. Et en 13 millions d'années, ils ne se sont pas différenciés suffisamment pour qu'ils puissent plus se reproduire entre eux. En fait, ils peuvent toujours se reproduire entre eux. Et en fait, c'est seulement si, du coup, oui, la question se pose, par exemple, est-ce que les lamas et les dromadaires, c'est des espèces différentes ou pas? Parce qu'on avait l'habitude de définir les espèces comme étant tous ceux qui peuvent se reproduire entre eux. Bon, s'ils peuvent se reproduire entre eux,
C'est bizarre de dire que c'est deux espèces différentes. Et c'est seulement donc si par hasard deux groupes se sont séparés par un événement, et donc ne se reproduisent plus ensemble, qui vont petit à petit se différencier jusqu'à ce qu'un jour ils puissent plus se reproduire ensemble, même s'ils se rencontrent à nouveau. Tout ça, c'est graduel, et ça comporte des tas d'exceptions. Et par exemple, vous avez donc ce qu'on appelle les variations clinales. Là, c'est un exemple avec un oiseau, alors c'est le pouillot verdâtre, pardon. Il y a plein d'autres espèces qui marchent comme ça. Le pouillot verdâtre, donc là vous voyez, il y a les couleurs en fait, c'est ce qu'on considère plus ou moins comme des sous-espèces de la même espèce. Donc en fait, les rouges, ils se reproduisent entre eux, ils se reproduisent aussi avec les bleus. Les bleus, ils se reproduisent entre eux, ils se reproduisent aussi avec les verts se reproduisent avec les jaunes se reproduisent avec les oranges. Par contre, les oranges et les rouges, il y a des moments où ils se croisent et ils sont incompatibles, ils ne peuvent pas se reproduire entre eux. Et ça, donc il y a plein d'espèces qui sont comme ça, qui font des variations clinales, c'est-à-dire que tout du long de la chaîne, on peut faire se reproduire entre eux les animaux qui vivent à proximité. Par contre, à chaque bout de la chaîne, ils ne peuvent plus se reproduire, ils sont trop différents. Donc là, on est bien emmerdé quand on a ça pour définir l'espèce. Parce que, en fait, est-ce qu'on a une espèce ou plusieurs, du coup? Parce qu'il y a bien des individus qui ne peuvent pas se reproduire entre eux, donc normalement c'est deux espèces différentes, sauf que à quel endroit on place une limite entre les deux? Il n'y a aucun endroit où ça s'arrête de pouvoir se reproduire, en fait. Et on pourrait en découper en plusieurs espèces, et puis un nombre d'espèces arbitraire, puis on ne saurait pas où placer la limite. Donc ça, c'est à peu près la même chose avec ça. Donc c'est une espèce de lézard qui vit en Amérique du Sud, je ne sais plus le nom. Mais bon voilà, c'est le même principe. Donc là, vous voyez, il y a une variation génétique. Les plus proches peuvent se reproduire entre eux, mais on prend une extrémité et l'autre extrémité, ils ne se reproduisent pas entre eux. Pardon, oui. Alors si au bout d'un moment, ce phénomène-là de variation clinale, ça finit par donner deux espèces, la raison, c'est parce que en fait, tous les individus intermédiaires ont disparu. Et si les individus intermédiaires disparaissent, effectivement, là, on n'aura plus que les deux extrémités qui ne peuvent pas se reproduire entre eux, donc on va dire que c'est deux espèces. Du coup, c'est en fait la même raison pour laquelle on trouve facile actuellement de différencier des chimpanzés ou des bonobos des humains. C'est parce qu'en fait tous les intermédiaires ont disparu. Mais il fut un temps où tous les intermédiaires entre les chimpanzés et nous, ils existaient encore. Et si on doit dire où s'arrête le chimpanzé et où commence l'humain, là-dedans, c'est très compliqué. Parce que, a priori, normalement, s'il n'y a vraiment pas de groupe qui disparaissent, il n'y a pas de limite entre entre deux groupes qui ne peuvent pas se reproduire entre eux. Là, on pourrait se reproduire selon toute la chaîne, et puis simplement, effectivement, les chimpanzés ne pourraient pas se reproduire avec nous, mais par contre, à travers tous ces gens-là, s'ils existaient encore, on pourrait avoir des flux de gènes entre nous et les chimpanzés. Et donc, on ne pourrait pas vraiment différencier les chimpanzés des humains. Du coup, voilà, c'est facile d'ignorer tous ces intermédiaires quand on se pose des questions sur l'état actuel des choses. Mais par contre, s'il s'agit de dire qu'il y a des lois qui s'appliquaient aux chimpanzés et qui ont cessé un jour de s'appliquer aux humains, ou que des lois ont commencé à s'appliquer uniquement aux humains, et si on cherche à savoir quand et comment, on ne peut pas ignorer tous ces intermédiaires. Et c'est la même chose à chaque étape de l'évolution. On aurait tout autant de mal à distinguer un humain d'une jonquille si tous les intermédiaires entre nous et les jonquilles existaient encore. En réalité, donc l'espèce, ça n'existe pas. C'est une catégorie qui est pratique à utiliser pour simplifier certains raisonnements, mais en biologie, de plus en plus, on la remplace par la notion de clade, c'est-à-dire l'ensemble des individus qui ont un ancêtre en commun. Et donc tous les humains ont au moins un ancêtre en commun, mais on a aussi des ancêtres en commun plus anciens avec les chimpanzés, des ancêtres en commun plus anciens avec les jonquilles, et des ancêtres en commun encore plus anciens avec tous les êtres vivants. Toute tentative pour placer une limite nette dans le vivant, c'est donc forcément voué à l'échec. C'est pour ça qu'il faut faire le deuil de la notion d'espèce et se contenter de dire quelque chose de plus exact, qui est que tous les êtres vivants partagent des ancêtres en commun, et plus le dernier ancêtre commun de deux individus est ancien, moins il y a de chances qu'ils puissent se reproduire entre eux.
Du coup, tous les arbres que je vous ai montrés avant, je vous ai dit qu'ils étaient incomplets parce qu'il n'y avait pas toutes les espèces. Mais en réalité, pour être vraiment rigoureux, même avec toutes les espèces, ils n'auraient pas été complets. En fait, il aurait fallu y mettre tous les individus qui ont existé sur cette planète depuis l'origine de la vie, avec leur lien de parenté, pour être vraiment rigoureux. Et vu la difficulté à faire l'arbre généalogique d'une personne, vous voyez bien comment ce serait compliqué de le faire pour tous les êtres vivants. Et si on voit les choses comme ça, du coup, on voit bien à quel point c'est difficile de définir un moment, une façon par laquelle l'humain aurait commencé à obéir à des lois différentes de celles auxquelles obéissent les autres animaux. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des sciences uniquement humaines, pas plus qu'il n'y a de sciences éléphantes, de sciences crabes ou de sciences mouches. C'est totalement arbitraire de prendre quelques individus dans ce gigantesque flot d'individus et de dire que chez eux, et chez eux seulement, les choses se passent complètement différemment par principe. Du coup, pour moi, il est indispensable de faire un grand ménage et de repenser complètement l'humain et les sciences qui s'appliquent à lui, en partant de ce qu'on sait des autres animaux et en essayant de voir comment ça peut refonder, modifier ou nous forcer à abandonner des choses qu'on a pu affirmer jusqu'ici en sciences humaines. Non seulement pour les rendre plus fiables, mais aussi pour améliorer nos chances d'arriver à nos idéaux politiques en comprenant comment fonctionne réellement l'être humain. Alors, je ne vais pas passer en revue ici tous les concepts réservés aux humains qui ont servi de base à l'élaboration de différentes théories politiques. On en parlera peut-être après dans la discussion si vous voulez. Puis sinon, je vous invite à regarder ma chaîne parce que les prochaines vidéos, ça va plonger en plein dedans. Justement, on va commencer à parler de choses que je conteste parce que justement, j'ai ce problème-là avec, que ça parte sur des présupposés qui pensent que l'humain fonctionne complètement différemment des autres animaux sans expliquer pourquoi, comment et à partir de quand. Mais aujourd'hui, du coup, je vais me contenter de vous montrer comment on peut penser tout ça autrement, comment on peut penser la politique autrement, en partant de ce qu'on connaît des autres animaux. Alors, ah oui, si, c'est bon. Donc je vais commencer par définir le pouvoir. Alors le pouvoir, en tout cas tel qu'on va le définir dans cette conférence, hein. Si vous avez une autre définition, on ne parle pas du même sujet, c'est pas grave. Donc le pouvoir, c'est la capacité d'un être vivant à influencer le comportement d'un autre être vivant. Alors généralement c'est dans l'intérêt de l'individu qui influence l'autre, mais pas forcément. On peut avoir du pouvoir inconscient sur quelqu'un, le pousser à faire quelque chose alors qu'on n'a pas forcément intérêt à ce qu'il fasse cette chose-là, mais en éthologie et donc en psychologie comportementale animale, on définit deux façons d'exercer un pouvoir. Donc on va commencer par voir la première façon de faire, qui est la plus évidente, que j'appelle le pouvoir de la force. Donc c'est le pouvoir de la contrainte physique. Si un animal, n'importe quel animal, humain ou pas, veut qu'un autre animal se comporte d'une certaine façon, le premier réflexe, c'est toujours de le contraindre physiquement. Et ça marche, ça, même pour les bactéries ou les plantes. Du coup, en fait, quand on utilise le pouvoir de la force, on joue sur le système réflexe des individus. Le corps de l'autre réagit immédiatement aux contraintes physiques qui s'appliquent à lui. Donc, par exemple, une plante ou un champignon, enfin là c'est un champignon, et là après c'est des plantes, elle peut parasiter une autre plante en lui grimpant dessus, en l'étouffant pour la tuer, en la forçant physiquement à adopter un comportement qui va par exemple lui permettre de lui prendre des nutriments. Une bactérie peut émettre des poisons pour tuer les bactéries qui l'entourent et la concurrence sur son territoire. Et puis chez les animaux, c'est assez évident, une mère peut déplacer de force ses petits en les prenant dans la gueule. Des animaux se battent pour se réserver un territoire ou une femelle par exemple et forcer ses rivaux à fuir. Et bien sûr, les prédateurs imposent physiquement à leur proie de se laisser manger. Et ce pouvoir-là, donc le pouvoir de la force brute, on a beau vouloir se persuader que nous, on est des animaux supérieurs, de purs intellects, pourtant il est toujours utilisé quotidiennement. D'abord, on l'utilise pour se nourrir, tout simplement. Les animaux ou les plantes qu'on mange, tous les êtres vivants qu'on mange, on les tue par la force. On ne leur demande pas gentiment de se suicider pour nous. Ensuite, entre nous, on se fait la guerre. On a des soldats et des armes de plus en plus sophistiquées pour s'imposer par la contrainte physique auprès d'autres êtres humains. Puis on a aussi inventé la police, à qui on donne le droit exclusif d'imposer par la force physique et les armes, si besoin, des décisions de dirigeants politiques.
En dehors de ces cas-là, dans nos sociétés modernes actuelles, on considère par contre que si on n'est ni soldat ni policier, on n'a pas le droit de contraindre physiquement les autres. C'est pour ça que les coups et blessures, le meurtre, le viol, la torture, donc toutes les sortes de contraintes physiques, c'est interdit, au moins officiellement. Mais comment on s'assure que les gens ne font pas des choses interdites ? En dernier recours, on autorise la police à les forcer physiquement à arrêter. Et les matons aussi dans les prisons. La contrainte physique, ça a toujours existé donc, dans les sociétés humaines, donc le pouvoir de la force, au moins comme dernier recours du pouvoir. Là-dessus, on n'est pas vraiment différent des autres animaux. Déjà, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, alors si on ne se bat pas forcément pour imposer son pouvoir, par contre, il faut remarquer que la légitimité du pouvoir, elle s'obtient généralement en prouvant ses capacités guerrières. La plupart des rituels aussi de passage, c'est des rituels guerriers. Mais par contre, la force brute, donc celle des armes et de la capacité d'en user, tant qu'on est nomade, on peut toujours espérer la fuir. Par contre, dès qu'on est sédentaire, on n'a plus cette option. C'est pourquoi, du coup, partout dans le monde, dès que les humains se sont sédentarisés et ont dû protéger leurs champs, les guerriers ont imposé leurs lois. En s'appropriant les terres par la force et en se faisant nourrir par les paysans qui y vivent, en échange de leur protection, entre guillemets. Et quand la personne en face est armée, c'est toujours compliqué de différencier la protection de la menace. Donc ça, c'est l'origine de la noblesse, une institution universelle qui est apparue systématiquement dans toutes les civilisations connues à partir de la sédentarisation. Voilà, dès qu'on ne peut plus fuir la violence, la violence devient vraiment le pouvoir institutionnel premier. Parmi les nobles, ensuite, très vite, il y a une hiérarchie qui apparaît, donc par une lutte d'influence, une lutte de loyauté, mais aussi simplement par la force. Ils se tapent dessus jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit le plus fort. Finit alors par émerger l'idée que l'un d'entre eux devrait être tout en haut de la hiérarchie, qu'on appellera le roi. Habituellement, le roi commence par être élu par les nobles parmi eux, et puis petit à petit, la légitimité par la force, ça se transforme en la légitimité par les ancêtres, par l'honneur, par la religion, toutes sortes de choses qui finissent par faire oublier que toute noblesse a commencé à s'imposer par la force brute. Ensuite, le privilège de la noblesse passe de celui de porter les armes à celui de commander des armées formées de paysans ou de mercenaires, tandis qu'apparaît une nouvelle noblesse qui est fondée non plus sur les armes, mais sur l'administration, la noblesse de robe. Et puis ensuite, là je vous fais l'histoire vraiment à grands traits, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire après. Donc. Et puis si le commerce se développe, du coup il y a des villes commerçantes qui apparaissent, et dans ces bourgs habitent des bourgeois, qui est l'autre nom des commerçants. Les bourgeois se mettent à rivaliser puis dépasser la richesse des nobles, et comme ils sont habitués à servir de soldats pour les nobles, ils prennent conscience de leur capacité guerrière, et alors ils demandent et ils obtiennent parfois leur indépendance des fiefs des nobles. Et comment ils obtiennent cette indépendance ? Encore une fois par la force. Ils défendent leur bourg par une garde bourgeoise. Et c'est le pouvoir organisé sans noblesse dans les villes qui va devenir un lieu d'expérimentation de nouveaux types de pouvoirs à différentes périodes dans différents lieux. Par exemple, dans l'Antiquité, il y a ça autour de la Méditerranée, en Inde, en Chine. Et c'est dans les villes qu'on va alors inventer la République, parfois la démocratie, et puis aussi le capitalisme. En fait, pour se débarrasser de la domination des guerriers, il a fallu que les citoyens deviennent eux-mêmes les guerriers. Et du coup, c'est le même phénomène qui s'est reproduit à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance en Europe, qui a permis du coup la réinvention de la République, du capitalisme, voire de la démocratie dans certains cas précis. On ne va pas parler de la définition de la démocratie ici, ça va être compliqué. En Occident, donc après la Renaissance, mais en fait en tout lieu et à toute époque où la noblesse a cessé d'être la classe des guerriers. Si la noblesse avait continué à être la classe des guerriers et à se réserver l'exclusivité du pouvoir guerrier, ça aurait été vachement plus compliqué de les renverser. Mais le pouvoir de la force et des armes, même après ces révolutions-là, il disparaît jamais vraiment. Quel que soit le système, en dernier recours, la seule chose qui garantira que tout le monde suit les règles de la société, quelles que soient ces règles, c'est que si vous ne le faites pas, vous en aurez à répondre aux forces de l'ordre. Le capitalisme, c'est jamais que le système dans lequel l'argent contrôle les guerriers, et la démocratie, c'est le système dans lequel le peuple contrôle les guerriers. Là, vous avez la démocratie grecque, très simplifiée, le système de la démocratie grecque, mais bon, vous voyez, en gros, il y a
le peuple qui décide, qui élit des magistrats qui sont censés, eux, contrôler l'armée. Donc il y a quand même au moins une certaine décision du peuple qui est censée s'appliquer à l'armée. C'est comme ça qu'on peut garantir la loyauté des guerriers à la démocratie et donc garantir l'existence de la démocratie. Ce qui permet de délimiter le recours à la violence dans une société, c'est ce qu'on appelle généralement l'État. Il y a des sociologues comme Max Weber ou Norbert Elias qui définissent l'État comme le monopole de la violence légitime. C'est une organisation qui fixe qui a le droit ou pas d'utiliser la violence, donc le pouvoir de la force, dans quel cadre et dans quelles limites. Et quand l'État s'effondre, quand il n'a plus les moyens de contrôler les guerriers, les hommes en armes prennent conscience qu'ils ont entre les mains le véritable pouvoir concret et ils finissent par imposer à nouveau leur volonté. Alors cette reprise en main du pouvoir par les hommes en armes et donc par le pouvoir de la force, ça peut se faire de manière informelle et désorganisée, soit par des gens dont les armes ont été fournies par l'État avant de s'effondrer, comme à Madagascar actuellement, un pays où j'ai été il y a 2 ans et donc je prends souvent en exemple. Actuellement à Madagascar, les forces de l'ordre, leur activité habituelle, quotidienne, c'est de poser des barrages sur les routes et de racketter tous les gens qui passent, comme les nobles faisaient au Moyen-Âge. En fait, c'est comme ça que les nobles ont installé leur fief, en mettant des douanes et en s'imposant sur des territoires. Une autre solution pour faire revenir le pouvoir de la force, c'est que des gens arrivent à se procurer des armes illégalement, comme dans toutes les mafias du monde. Et elles aussi, comme la noblesse d'antan, ils rackettent les habitants en échange de leur protection, entre guillemets. Mais du coup, cette reprise en main du pouvoir par la force, ça peut se faire aussi de manière plus organisée, avec la prise du pouvoir politique par l'armée, officiellement, par ce qu'on appelle un coup d'État. Du coup, c'est pas vraiment un hasard si les régimes bonapartistes, césaristes, fascistes, nazis, les régimes d'extrême droite, ils ont eu si souvent pour leader des gradés militaires, comme César, Cromwell, Napoléon, Napoléon III, De Gaulle, Pinochet, beaucoup d'autres. Quand ils n'ont pas fait une grande carrière militaire pour de vrai, ils se l'inventent, comme Mussolini et Hitler, qui s'exhibent encore plus en uniforme et couverts de médailles. Et dans tous les cas, la mise en place du régime, elle est faite ou soutenue par les militaires qui prennent beaucoup d'importance dans la communication du régime. Il n'y a donc pas de quoi s'étonner que tous ces mouvements d'extrême droite consistant en une reprise en main du pouvoir par les guerriers finissent toujours par ressembler à un retour de l'ancien régime. Ça peut prendre beaucoup de temps, comme entre César et Charlemagne. Donc César qui a mis fin à la République romaine, petit à petit ça s'est transformé en l'Empire, et puis ensuite toutes les royautés occidentales se considéraient comme les héritières de l'Empire, et en particulier Charlemagne a été couronné empereur par le pape. Et puis après c'est devenu officiellement des rois, donc on a assumé qu'on avait rétabli la royauté qui avait été abolie très longtemps avant par la République romaine. Ça peut prendre beaucoup moins de temps qu'avec Napoléon, il s'est très vite recouronné empereur. Puis il a voulu donc rétablir l'hérédité de la couronne, sachant que dans l'Empire romain, ça a mis beaucoup plus de temps avant que ce soit héréditaire. Mais en fait, donc, les groupes d'extrême droite, ils n'ont jamais renoncé à rétablir une caste de privilégiés héréditaires qui imposent leur pouvoir par la force, qui tiennent leur légitimité par la force, du moment qu'ils peuvent redéfinir cette caste de façon à en faire partie. C'est en fait la même chose, par exemple la soi-disant race supérieure aryenne dans le monde des nazis, c'est une caste héréditaire qui a plus de droits que les autres au nom de leur supériorité physique. Pour un nationaliste qui est partisan du droit du sang et de la fin de l'immigration, qu'est-ce que la nationalité? Sinon, encore une fois, une caste héréditaire avec des privilèges de naissance qui fait respecter ces privilèges par les forces de la douane et du néocolonialisme, par exemple. L'idéal de l'extrême droite, il n'a jamais varié, sous des noms différents, c'est toujours le retour à l'ancien régime, et donc la légitimité du pouvoir par la force et l'hérédité qui reste leur modèle indépassable. Et maintenant, on va voir du coup la deuxième forme de pouvoir. Parce que là, en fait, je vous ai parlé du pouvoir de la force qui est le modèle de l'extrême droite, mais en fait, on n'a généralement pas besoin de faire réellement usage de la force pour qu'un pouvoir s'exerce. La plupart du temps, les gens obéissent non pas parce qu'ils sont réellement contraints physiquement sur le moment, mais parce qu'ils savent que ça risque d'arriver s'ils n'obéissent pas. Et même à l'extrême droite, on ne fait pas systématiquement usage de la force pour faire obéir les gens. On se contente de la menace.
Et dès qu'il s'agit de faire, non pas usage de la force, mais de menacer d'en faire usage, bah, ça veut dire que si la personne obéit, c'est pas parce qu'elle s'est faite contraindre physiquement, mais c'est parce qu'elle croit en vos menaces de la contraindre physiquement. Elle obéit à ses croyances, en fait. Donc sa croyance que vous avez la contraindre physiquement à obéir, si elle obéit pas spontanément, c'est vous qui lui avez rentré dans la tête en la menaçant. Vous lui avez annoncé une conséquence qu'aurait sa volonté de désobéir, et elle vous a cru. Voilà donc l'autre forme de pouvoir, que j'appellerais le pouvoir spirituel. On peut l'appeler pouvoir doxastique aussi. C'est le pouvoir d'influencer les croyances des autres. Et la menace physique, c'est qu'une des nombreuses façons d'exercer du pouvoir spirituel. Vous pouvez tout autant obtenir l'obéissance de quelqu'un en lui faisant croire que si elle désobéit, il se passera quelque chose de désagréable pour elle, même si ce n'est pas une violence que vous allez exercer vous-même. Par exemple, si vous voulez qu'une personne ne mange pas quelque chose, bah, il vous suffit de lui faire croire que cette chose est empoisonnée, puis voilà, du coup, elle ne la mangera pas. À l'inverse, le pouvoir spirituel, il peut aussi s'exercer par des promesses à la place des menaces. Vous pouvez obtenir l'obéissance de quelqu'un en lui faisant croire qu'elle sera récompensée. En fait, du coup, le pouvoir spirituel, c'est aussi bien la carotte que le bâton. D'où le titre de la conférence. Et là encore, on retrouve la description du pouvoir qu'avait faite Max Weber, qui disait qu'il y avait deux façons d'exercer le pouvoir. Le pouvoir d'injonction qui repose sur la coercition, c'est-à-dire la contrainte physique, et le pouvoir d'influence qui repose sur le consentement du gouverné, c'est-à-dire la capacité d'offrir à un individu des gratifications matérielles, comme du salaire, des récompenses, ou symboliques, comme au niveau de l'estime de soi, en contrepartie du comportement suggéré. Le consentement du gouverné, il s'obtient en lui faisant croire qu'il a intérêt à obéir. Ça aussi, du coup, cette distinction, je viens de vous dire qu'elle recoupe celle que fait Max Weber, mais donc c'est toujours la distinction qu'on fait en éthologie. En éthologie, il y a deux façons pour un animal de s'imposer à un autre animal, d'influencer son comportement, soit la contrainte physique, soit influencer les croyances de l'autre animal. La plupart des animaux, ils préfèrent menacer de se battre que de se battre réellement. C'est-à-dire, du coup, influencer chez l'autre la croyance qu'il y aurait un risque pour lui à se battre. Et chez les animaux sociaux, au sein de la meute ou du troupeau, en fait, c'est finalement assez rare de voir un véritable usage du pouvoir de la force, tout comme chez nous. Il y a des dominants et des dominés, mais la grande majorité du temps, les dominants, ils n'ont pas besoin de se battre pour être obéis. Du coup, c'est intéressant de savoir comment le pouvoir spirituel ou doxastique fonctionne en biologie, en psychologie animale, en éthologie, pour avoir une idée de comment il fonctionne chez les humains. Alors là, vous allez voir des super animations. On va parler du système de récompense. Donc, je vous ai dit que le pouvoir de la force joue sur le système réflexe des êtres vivants. Mais avec l'apparition d'un système nerveux entre les sens et les muscles, l'animal devient capable de prendre des décisions plus ou moins conscientes en fonction de ce qu'il prévoit comme conséquence de ses actions. C'est ce qu'on appelle donc le système de récompense du cerveau, un système dont on découvre la présence chez de plus en plus d'espèces, de vertébrés surtout, mais qui est particulièrement développé chez les mammifères et chez les oiseaux. Et je vous rappelle qu'on est des mammifères. Ce système il motive les animaux à entreprendre une action qui ne leur procure pas un avantage immédiat, s'ils croient que ça leur apportera un plaisir ou leur évitera une souffrance à l'avenir. Par exemple, elle est un peu lente là l'animation. Je vais trop vite. C'est l'ordinateur qui est lent, elle était plus rapide l'animation normalement. Donc par exemple, se battre c'est jamais agréable, mais un animal peut décider d'accepter la souffrance du combat s'il croit que ça lui permettra d'obtenir le plaisir de manger, ou le plaisir de s'accoupler, ou d'éviter la souffrance encore plus grande de mourir de faim ou de se faire manger. Et ce système, il peut être modifié par l'habitude et le conditionnement. Donc si à un événement particulier qui est désagréable au départ, succède régulièrement le fait de ressentir un plaisir, au bout d'un moment, le cerveau il va libérer préventivement les hormones du plaisir futur dès que l'événement survient. Même si l'événement reste un événement désagréable, il va prendre du plaisir parce qu'il sait qu'il annonce un événement agréable. Ça marche évidemment dans le sens inverse. Si un événement est systématiquement suivi d'une souffrance, le cerveau libère préventivement les hormones causant la même souffrance dès que l'événement annonciateur survient. La conséquence, c'est que l'animal il va pouvoir ressentir du plaisir lors d'un événement qui initialement était neutre, ou même le faisait souffrir, ou inversement, ce qui le motive à changer son comportement face à cet événement.
Par exemple, se faire mettre une laisse, en soi, c'est pas vraiment un événement agréable pour un chien. Mais à force que cet événement soit suivi par le plaisir de la promenade, le simple fait qu'on lui mette sa laisse, ou même qu'il aperçoive son maître en train de s'approcher de la laisse, ça lui procurera préventivement suffisamment de plaisir pour qu'il manifeste son enthousiasme. Il s'est fait influencer par sa croyance acquise que le fait de mettre sa laisse entraîne la promenade. Et bien sûr, si finalement la succession d'événements se produit plus, si en fait on lui met sa laisse régulièrement mais qu'on ne va plus le promener, au bout d'un moment il va arrêter d'y croire, quoi. On parle ici de phénomènes dont on ne sait pas vraiment à quel point ils sont conscients chez les autres animaux. Alors moi j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Le propre de l'homme, dans laquelle je défends l'idée que les autres animaux sont tout aussi conscients que nous, que c'est vraiment pas la conscience qui est le propre de l'homme, que c'est plutôt le contraire, que c'est plutôt les mécanismes inconscients automatisés pour calculer des événements complexes qui sont le propre de l'homme, et que la conscience pour le coup c'est plutôt très partagé. Mais bon, ça c'est voilà, des positions que je défends, je suis pas tout seul, je m'appuie sur des travaux quand même, mais voilà. Mais bon, on va pas se prononcer sur les autres animaux. Par contre, chez l'homme, on sait qu'on est des animaux qui peuvent prendre des décisions conscientes ou inconscientes. Et ce système-là, le système de récompense, il existe tout autant dans nos cerveaux comme il existe dans le cerveau de tous les mammifères. Imaginez consciemment le plaisir que nous apportera à l'avenir un sacrifice qu'on consent sur le moment, ça nous procure du plaisir dans l'instant. Et ça relativise ou même ça annule complètement la souffrance du moment. Pour un animal comme l'homme, donc, qui est imaginatif, qui est capable d'analyser toutes sortes d'événements qui ne le concernent pas directement, et d'en prévoir les conséquences même s'il ne les a jamais subies lui-même, ses croyances, même si elles sont basées sur aucune expérimentation personnelle, elles deviennent des sources de plaisir ou de souffrance. Notez que je ne suppose pas que la capacité à imaginer des conséquences de ces actes soit une capacité uniquement humaine. On a des tas de preuves du contraire, mais c'est vrai que cette capacité, elle a l'air de s'être surdéveloppée chez les mammifères, encore plus chez les primates, encore plus chez les grands singes et encore plus chez l'homme. Et la caractéristique la plus spéciale de l'homme, c'est que notre culture est massivement cumulative. On accumule des croyances plus ou moins fondées depuis 300 000 ans, ce qui permet à un humain aujourd'hui d'avoir un avis sur tout un tas de choses qu'il n'a pas expérimenté par lui-même, juste parce qu'on lui a appris. Et du coup, un humain, en connaissant le fonctionnement de la gravité, il peut volontairement s'infliger l'effort de faire un détour sur son chemin, pour ne pas passer en dessous d'un édifice fragile. Cet effort, il sera récompensé par le plaisir ressenti lorsqu'on pense s'être évité une probable souffrance bien pire, comme se prendre une pierre sur la tronche. Et ce choix, il peut être considéré comme justifié, parce que sa croyance qu'il existait bien un risque de se prendre une pierre ou une poutre sur la tronche, elle semble raisonnable. Mais bien sûr, ça marche exactement de la même manière avec les croyances qui sont infondées ou déraisonnables. Si on fait un détour, non pas parce qu'un édifice va s'effondrer, mais parce qu'on pense que le lieu est maudit par la magie noire, par exemple, ou parce que Dieu nous récompensera d'avoir choisi la voie la plus difficile, là encore, notre croyance nous pousse à accepter un effort supplémentaire, mais cette souffrance se transforme en plaisir par la conviction qu'elle nous a évité une souffrance plus grande encore, ou qu'elle nous promet des récompenses en plaisir pour l'avenir. En fait, une croyance fausse, selon moi, c'est la seule chose qui peut pousser un humain à faire quelque chose qui, d'un point de vue extérieur, semble être contraire à ses intérêts. Parce que sur le moment, elle lui permet de transformer réellement dans sa tête une souffrance en plaisir, ou un plaisir en souffrance, en fonction des conséquences auxquelles il croit. Du coup, pour moi, c'est pas un hasard si tant de religions prônent la rédemption par la souffrance et interdisent des tas de plaisirs. Et c'est pas non plus un hasard si les philosophes athées et matérialistes, c'est souvent des philosophes hédonistes qui prônent au contraire la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. Parce que, en fait, l'unique moyen de faire en sorte que des gens aiment souffrir, ou simplement acceptent de souffrir toute leur vie, c'est de leur promettre une récompense en plaisir sur un autre plan d'existence que le plan matériel, soit après la mort, ou alors avec le karma, ou dans le plaisir de se voir ou d'être vu comme une personne moralement bonne. Et inversement, le seul moyen de faire en sorte que des gens refusent des plaisirs, c'est de les menacer d'une punition en souffrance sur un autre plan d'existence que le plan matériel, là encore après la mort, à cause du karma, ou dans la souffrance de se voir ou d'être vu comme une personne moralement mauvaise. Si les animaux acceptent beaucoup moins de souffrance et de renoncement au plaisir immédiat que nous,
les autres animaux, pardon. C'est bien sûr parce qu'ils ont une moins grande capacité de projection dans le futur que nous, et donc ils sont moins capables de voir les plaisirs futurs qui compenseront une souffrance immédiate et inversement. Mais c'est aussi et surtout parce que, à ce qu'on sache, ils n'ont ni religion ni morale. Donc ils n'ont aucune raison de se faire embobiner par des gens qui leur font croire que le plaisir qu'ils ressentent n'est pas réellement un plaisir, ou que leur souffrance n'est pas réellement une souffrance. Qui possède le pouvoir spirituel ? Alors le pouvoir de la force, c'est très simple. Pour savoir qui possède le pouvoir de la force, vu que c'est celui de la contrainte physique, c'est toute personne qui est plus forte physiquement ou mieux équipée que les autres. Mais si le pouvoir spirituel, c'est celui de l'influence des croyances, alors il est beaucoup plus partagé. Il y a beaucoup de gens au niveau individuel, mais aussi les structures sociales, les cultures auxquelles vous appartenez, qui ont du pouvoir spirituel sur vous. Mais dans toutes les sociétés humaines, il y a toujours eu aussi la tentation pour certaines personnes et certains groupes de se réserver l'exclusivité du pouvoir spirituel, en revendiquant d'être des personnes qui ont un accès privilégié à la vérité que les autres ne peuvent pas avoir. Ça, c'est le principe du chaman, du gourou, du prêtre, du clergé en général, des gens dont la parole est censée avoir par défaut plus de valeur de vérité que celle des autres, une parole digne de confiance par défaut. Chez les chasseurs-cueilleurs, le pouvoir spirituel il est même souvent plus important que le pouvoir de la force. Je vous ai dit tout à l'heure, le pouvoir de la force, il existe chez les chasseurs-cueilleurs. Le chef, généralement c'est le meilleur guerrier. Et puis, plus tard, il est reconnu par la sagesse due à sa vieillesse. Mais comme il vit au milieu des autres, le pouvoir de la force, il est très relatif. Et puis, il n'a pas un équipement de folie non plus, donc il peut très facilement se faire renverser par la force. Ce qui fait que le pouvoir temporel, le pouvoir de la force, il est assez faible en fait chez les chasseurs-cueilleurs. C'est ce qui a fait dire à certains anthropologues qu'il n'y avait pas de pouvoir chez les chasseurs-cueilleurs, et donc qui en font une espèce de modèle de l'anarchie. Sauf que chez les chasseurs-cueilleurs, par contre, c'est quasiment impossible dans ces sociétés de remettre en cause le pouvoir du chef spirituel. Là, le chef spirituel, lui, par contre, la confiance, elle est souvent absolue, et s'il y a des gens qui osent émettre des doutes, ils sont mis au banc de la tribu. Ils sont même dénoncés comme des êtres maléfiques, possédés, ce qui peut aller jusqu'à justifier le bannissement ou même la mise à mort. Cette confiance absolue dans le fait que le chef spirituel possède la vérité, elle vient elle-même de la croyance en un lien exclusif que posséderaient ces personnes avec une source de savoir supérieure et incontestable. Ça peut être la communication avec les esprits, avec les dieux, ou simplement le fait d'avoir un savoir secret ancestral transmis seulement d'initié en initié. Le pouvoir spirituel, donc, ou le pouvoir doxastique, chez les humains, c'est un pouvoir qui est très lié à la religion et au clergé. Mais il ne lui est pas réservé, surtout depuis que la philosophie a remis en cause l'idée que certaines personnes auraient un accès privilégié à la vérité. Ce que nous a enseigné la philosophie, c'est que tout le monde possède la raison, et la raison permet à chacun de se construire son propre accès à la vérité. Du coup, ça sape les bases de tous les clergés du monde. Pourtant, ça ne veut pas dire que le pouvoir spirituel a disparu. Il s'est juste dilué et il a été récupéré par d'autres gens. De nos jours, il y a toujours des gens et des groupes sociaux qui ont plus d'influence que d'autres sur les croyances de leurs contemporains. Que ce soit par leur métier, comme instituteurs, journalistes, politiques ou scientifiques, mais aussi par leur prestige, leur notoriété, leur charisme. Tout ça, ça augmente le pouvoir spirituel des gens sur les autres. Moi-même, à chaque fois que j'augmente mon nombre d'abonnés sur ma chaîne, et donc mon nombre d'auditeurs augmente, à chaque fois que des gens me font un peu plus confiance, j'augmente mon pouvoir spirituel, ma capacité à influencer les croyances des gens. Là, par exemple, je ne sais pas du tout à quel point j'ai l'air crédible pour vous, mais si vous sortez de cette conférence en ayant évolué sur certaines de vos positions, j'aurai exercé du pouvoir spirituel sur vous. C'est une énorme responsabilité que je prends en vous parlant, du coup. Mais vous pouvez aussi modifier vos propres croyances en vivant certaines expériences personnelles, ou simplement en réfléchissant dans votre coin et en changeant d'avis. Donc vous avez du pouvoir spirituel sur vous-même. Et j'espère bien que vous l'exercerez pour pas juste gober bêtement tout ce que je suis en train de vous dire. Dans l'histoire de nos systèmes politiques tels que je vous les ai racontés tout à l'heure quand je parlais du pouvoir de la force, en fait, le pouvoir spirituel, il était partout. Par exemple, quand les guerriers ont pris le pouvoir sur les paysans, au début, ils les ont contraints physiquement,
Mais après, si les paysans ne se révoltaient pas, c'est pas seulement parce qu'ils se faisaient frapper en permanence. Voilà, les nobles n'étaient pas toujours derrière les paysans en train de les taper. Donc, en fait, ils ont cru d'abord à la menace de la force s'ils se révoltaient, et puis par l'habitude et par le conditionnement, ils ont fini par croire que le pouvoir des nobles était légitime, que la supériorité guerrière, c'était la preuve, par exemple, du soutien des dieux, et puis au fur et à mesure, on a même oublié que le pouvoir des nobles a été imposé à la base par la force. Les fils de guerriers qui se retrouvaient avec le pouvoir par la transmission héréditaire, ils avaient besoin de croire que leur pouvoir était légitime, même s'ils ne montraient pas leur talent guerrier au jour le jour. Donc il a fallu qu'ils croient et qu'ils fassent croire aux autres que la légitimité du pouvoir, ça se transmet par le sang. Et pour moi, il est très probable que toutes les autres formes de domination aient suivi un chemin similaire, en partant du pouvoir de la force vers de plus en plus d'abstractions, justifiées par le pouvoir spirituel. Je vais prendre l'exemple du patriarcat, la domination des hommes sur les femmes. Il se trouve que chez les grands singes, et chez une bonne partie des mammifères, en fait, le mâle, il est souvent en moyenne plus fort que la femelle. Il est plus grand, il est plus musclé. Et ça se ressent dans le fait que très souvent, chez les mammifères, c'est les mâles qui sont dominants. Et si on comprend que la menace physique, ça reste en dernier recours le plus simple moyen d'imposer un pouvoir, du coup c'est facile de comprendre comment chez les humains, comme c'est le cas chez les chimpanzés ou les gorilles, les mâles ont probablement imposé leur pouvoir aux femelles tout simplement par la force en fait. Et ce, bien avant d'inventer les armes ou la religion, puisque on était des grands singes qui avaient déjà cette caractéristique-là avant qu'on ait les armes intellectuelles pour inventer des armes et des religions. Du coup, quand on a inventé des armes, sans doute que les mâles avaient déjà imposé leur domination par la force, et les armes, ça aurait pu donner à des personnes moins fortes physiquement la capacité de s'imposer face à la force physique, mais les hommes avaient déjà le pouvoir, du coup, c'est probable qu'ils se soient simplement réservé les armes. Et d'ailleurs, on constate que c'est ce qu'ils continuent à faire actuellement, de se réserver les armes. Et plus tard, quand on a commencé à beaucoup plus intellectualiser les choses et à philosopher, et alors qu'on considérait la force comme un critère beaucoup moins légitime pour s'imposer, puisqu'on était en train de remettre en cause le pouvoir de la force des nobles, par exemple, il a fallu trouver d'autres justifications au pouvoir des hommes. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à inventer d'autres justifications possibles, et non seulement au pouvoir, mais au monopole sur les armes des hommes, en se mettant à croire que les hommes sont naturellement supérieurs, qui sont faits pour la guerre, que Dieu leur a ordonné de dominer les femmes, par exemple. Voilà. Donc là, vous avez quelques citations, une citation de la Bible qui vraisemblablement n'est pas la cause de la domination des femmes, mais plutôt une justification d'un état de fait qui était déjà là. Il y a des chances que ce soit plutôt fait pour entériner le fait que oui, les femmes doivent rester soumises comme elles l'étaient déjà avant que ce soit écrit dans la Bible. De la même manière que on va naturaliser, avec François Guizot, on va naturaliser le fait que les femmes n'aient pas le droit de vote, ce qui est quand même assez rigolo parce qu'il écrit au moment où on commence à développer le vote. Donc c'est quand même bizarre de penser que c'est naturel. Depuis toujours, les femmes n'ont jamais eu le droit de vote, alors que le concept même de vote était en train de s'imposer. Et puis vous avez du Rousseau. Je pense que des citations comme ça, vous en connaissez plein. C'est comme ça qu'on impose, du coup, par le pouvoir spirituel, la croyance en la légitimité du pouvoir des hommes sur les femmes. Ce qui évite de se rappeler qu'à la base, peut-être, on n'a pas des preuves historiques, mais qu'à la base, peut-être, la seule raison pour laquelle les hommes ont commencé à dominer, c'est juste qu'ils ont frappé plus fort, quoi. Et plus tard, quand le capitalisme a émergé, donc les bourgeois, ils ont commencé à imposer leur pouvoir par la force, en faisant des gardes bourgeoises, comme je vous ai dit. Mais là encore, au bout d'un moment, pour renverser durablement l'ordre des choses et imposer leur pouvoir par des révolutions bourgeoises, sans avoir à se battre en permanence contre les nobles et contre les gens qui sont pas d'accord, il a fallu qu'ils croient eux-mêmes et qu'ils fassent croire aux autres au fait que, par exemple, la propriété, la richesse, le talent commercial, en soi, c'est des sources légitimes de pouvoir. Que, par exemple, le fait de dire que quelqu'un possède un truc, ça légitime le fait qu'il est la seule personne à pouvoir décider de ce qui va arriver à ce truc.
Ou le fait que, par exemple, dans le suffrage censitaire, qui a été très longtemps la norme dans les pays libéraux, comme les nôtres, en fait, le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est la preuve qu'on a certaines qualités qui font qu'on doit nous réserver le pouvoir. C'est pour ça que le suffrage censitaire, c'est le droit de vote réservé à ceux qui payent beaucoup d'impôts, donc qui gagnent beaucoup d'argent. Et encore actuellement, il y a toujours un peu cette idée qui est très répandue, en tout cas dans notre monde libéral, que quelque part, quand même, ceux qui ont réussi, ils sont un peu plus légitimes à décider que ceux qui ne sont rien, comme dirait Macron. Du coup, ce genre de déclaration, comme dans la Déclaration des droits de l'homme, ça a permis de s'imposer sans avoir à s'imposer par la force et en réussissant à faire croire aux guerriers qu'ils ne pourraient pas s'imposer par la force sans avoir les riches de leur côté, parce que eux-mêmes, les guerriers, se sont mis à croire tellement à la légitimité de la propriété, de la richesse et tout ça comme critère de pouvoir, que ils se mettent à même plus imaginer qu'ils pourraient prendre le pouvoir eux-mêmes. Tant mieux, hein. J'ai pas envie qu'ils prennent le pouvoir, les guerriers. Mais c'est comme ça que du coup, ils se soumettent au capitalisme, au pouvoir de l'argent, et ils se mettent à être au service du pouvoir de l'argent. Et du coup, si le capitalisme tient, c'est déjà parce que les gens ont peur de la police, qui elle-même croient au capitalisme. Mais en fait, si le capitalisme tient, c'est aussi tout simplement parce que les gens croient sincèrement eux-mêmes au capitalisme. Ils croient que la propriété, la richesse ou le talent commercial, c'est des sources légitimes de pouvoir. Et il y a plein d'autres croyances en la légitimité d'autres sources de pouvoir qui cohabitent tant bien que mal avec la croyance en la légitimité du patriarcat ou celle de la propriété, par exemple. Il y a l'émergence de la République. Ça a été possible que quand la croyance en la légitimité du pouvoir représentatif, la légitimité à gouverner que confère le fait de gagner une élection, elle a commencé à concurrencer la légitimité par la force de l'extrême droite et la légitimité par la propriété des libéraux. Donc ça, c'est une autre forme de légitimité qui a été imposée par les républicains et qui est concurrente, quoi. Il y a des moments où, des fois ça se cumule, hein. Quand c'est les riches qui sont au gouvernement, c'est plus simple, il n'y a pas de contradiction, mais de temps en temps, il y a des tentatives d'essayer de concurrencer les légitimités du pouvoir entre les deux. De la même manière, le racisme, ça repose sur la croyance en la légitimité des Blancs à avoir des privilèges sur les non-Blancs. Une croyance qui a longtemps été enseignée à l'école et qui reste vivace dans beaucoup d'esprits. Et c'est la même chose pour l'homophobie, la transphobie, le validisme ou même le spécisme. Et toutes ces croyances en la légitimité de toutes sortes de critères pour exercer le pouvoir, elles cohabitent, elles se cumulent, parfois elles se contredisent, elles sont en compétition. Par exemple, je ne sais pas, s'il y a un noir chef d'entreprise, là, la façon dont les gens vont se comporter avec lui, elle va dépendre de à quel point ils croient en la légitimité du pouvoir des Blancs plus que du pouvoir de l'argent ou inversement, par exemple. Et donc au final, on retrouve là évidemment toutes les structures sociales et les dominations qui sont définies dans les sciences humaines. Mon but n'était pas de foutre en l'air tout ça. Mais par contre, en les redéfinissant par le bas et par l'origine, et sans faire appel à des notions de choses qui seraient vraiment propres aux humains, on pourra lister si vous voulez, mais je sais pas, par exemple, je peux parler de l'inconscient, je peux parler de l'économie, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui veulent expliquer les comportements par l'économie. Moi, je pense qu'on peut le faire et qu'on doit le faire sans, justement, parce que l'économie n'est pas un truc que pratiquent les autres animaux, et donc il y a peu de chances que ce soit vraiment si fondamental que ça chez les humains. Et d'autres conséquences de cette façon de redéfinir les structures sociales et les dominations, c'est de comprendre que les structures sociales et les dominations, c'est pas des phénomènes métaphysiques. C'est pas des trucs qui se produisent hors de la matière, hors des individus. Elles ont un support physique qui est bien concret et matériel. Elles sont stockées dans les cerveaux sous la forme de croyances en la légitimité de tel ou tel critère pour exercer le pouvoir. Du coup, on peut et on doit combattre les dominations par le haut, surtout quand elles se concrétisent par des lois, par des enseignements à l'école, par des propagandes médiatiques ou politiques. Il faut changer les lois, il faut changer les enseignements et les propagandes, mais on peut et on doit aussi les combattre par le bas,
en s'attaquant directement à leur support physique et matériel, les croyances qui sont stockées dans les cerveaux des individus. Et ce, d'autant plus quand ces croyances, elles s'entretiennent alors même que les lois, les enseignements et les propagandes ne leur donnent plus raison. Parce qu'il n'y a pas que les institutions et les structures sociales qui ont du pouvoir spirituel, chacun d'entre nous en a sur son entourage et sur soi-même. Et du coup, même quand l'école arrête d'enseigner officiellement que les hommes sont supérieurs aux femmes, ça n'empêche pas que cette croyance elle continue à se transmettre par d'autres biais que l'école. Et du coup, ça fait un travail pour chacun d'entre nous pour lutter contre cette croyance. En pensant les structures sociales et les dominations de manière abstraite et immatérielle, et en imaginant la source de ces dominations dans des choses inaccessibles à l'expérience, quasi métaphysiques, en refusant de voir comment elles fonctionnent déjà de manière très simple chez tous les animaux, on nie aussi les exceptions, les expériences personnelles et individuelles qui ont permis à certains de remettre en cause les croyances collectives auxquelles on les a soumis. On ne peut pas expliquer, par exemple, comment le bourgeois Marx a fini par réclamer la dictature du prolétariat, comment l'aristocrate Bakounine il a pu prendre le parti de l'anarchisme, comment le blanc Victor Hugo a pu s'opposer à l'esclavage des Noirs, tout en justifiant la colonisation, ou comment l'homme Bourdieu a pu écrire sur la domination masculine. Et justement, leurs écrits, ils ont eux-mêmes contribué à remettre en cause les croyances de leurs contemporains, aussi bien dominants que dominés, en la légitimité du coup du pouvoir des dominants, de leur propre pouvoir. Alors, il ne s'agit évidemment pas de croire que le salut viendra des dominants. Sans la révolte des opprimés, des personnes concernées, ces quatre-là, ils n'auraient jamais questionné leur domination. Et bien heureusement, il y a de nombreux écrits qui ont changé le monde et qui sont venus des premiers concernés. L'ouvrier Proudhon a précédé Marx et Bakounine. L'ancien esclave Toussaint Louverture, il a précédé Hugo. François Héritier a précédé Bourdieu. Mais simplement, il faut bien expliquer comment ces dominants, ils ont pu remettre en cause la légitimité de leur propre domination si les croyances individuelles ne sont influencées que par des structures qui dépassent les individus. Il y a évidemment un effet de masse de l'éducation dominante dans la société, mais on peut travailler à la miner de l'intérieur, même à petite échelle, individu par individu. En refusant de voir l'importance des croyances individuelles dans les structures de domination, on s'interdit toute possibilité de faire évoluer la société par la discussion et l'argumentation, ce qui pousse à ne rien faire en attendant une éventuelle révolution totale. Chez les autres animaux, je sais pas si... Je crois que je commence à dépasser, non? Ça devrait aller, je pense que ça va aller, je suis pas loin de la fin. Donc chez les autres animaux, il y a bel et bien des dominants et des dominés, et la majorité du temps, personne ne le remet en cause. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui ose questionner cette domination et qui tente de la renverser. Alors bien sûr, généralement, c'est simplement pour être dominant à la place du dominant. Mais pourtant, le système de domination entier a déjà été complètement renversé chez d'autres grands singes que les humains. Chez les bonobos, qui sont pourtant encore plus proches de nous génétiquement que les chimpanzés, et dans lequel les mâles sont quand même plus forts physiquement que les femelles, même si c'est moins marqué que chez les chimpanzés ou chez les gorilles, mais bon, c'est à peu près aussi marqué que chez les humains, et pourtant, c'est les femelles qui dominent. Et il y a très peu de violence dans leur façon de régler les conflits. En fait, ça se règle par le sexe et par l'épouillage. Or, il se trouve que c'est les seuls grands singes qu'on connaît qui suivent ce modèle-là de société. Et du coup, comme je vous le rappelle, la même question se pose pour eux que pour nous. C'est-à-dire que s'ils fonctionnent différemment des autres grands singes, il va falloir expliquer à quel moment ils ont arrêté de fonctionner comme les autres grands singes, et pourquoi, et comment ça s'est passé. Bon, là, ça va être compliqué, on n'a pas vraiment de traces historiques du changement de culture chez les bonobos, mais n'empêche qu'il y a eu un changement de culture à un moment. Forcément, puisque tous les autres grands singes, c'est des mâles dominants qui s'imposent par la force. Et du coup, ce changement-là, il a pu se faire sans même avoir besoin de grands philosophes, de partis d'avant-garde ou de réelles révolutions armées qui prennent le pouvoir dans un palais. Il y a bel et bien eu un changement de mentalité à un moment. Des grands singes ont cessé de croire qu'ils devaient forcément se soumettre au mâle dominant et au pouvoir de la force. Du coup, je vous le disais un peu plus tôt, j'ai conscience d'avoir moi-même, par mes vidéos ou par ce genre de conférences, un pouvoir spirituel sur vous. Je ne sais pas à quel point il est important. Ça se trouve, vous trouvez que je suis un gros guignol et que, en fait, je n'ai aucun pouvoir spirituel sur vous. Mais, n'empêche, c'est un truc qui me fait peur, parce que j'aime pas du tout avoir du pouvoir sur les gens.
Et mon problème, c'est que si je veux pas avoir de pouvoir de la force, c'est très simple. Il me suffit de renoncer à faire usage de la contrainte physique. Par contre, pour avoir aucun pouvoir spirituel, bah, il faudrait que j'ai aucune relation sociale, que j'ai pas la moindre conversation, ni même que des gens puissent me voir agir, ce qui risquerait de leur donner envie de m'imiter. Même si je perdais volontairement toute crédibilité et je m'assurais que personne ne me fasse confiance, bah, j'influencerais toujours les croyances des gens, même si c'est en les poussant à penser le contraire de ce que je dis. La seule chose sur laquelle je peux compter pour limiter mon propre pouvoir spirituel, c'est sur l'esprit critique des gens. C'est-à-dire, en fait, leur capacité à remettre en cause leurs propres croyances. Autrement dit, le pouvoir spirituel qu'ils ont sur eux-mêmes. Mais vous n'avez pas toujours eu de l'esprit critique. C'est une chose qui s'apprend, et par définition, avant de l'apprendre, bah, vous n'en avez pas. Personne n'est sceptique de naissance, et c'est là tout le problème de n'importe quel parent, par exemple, qui est soucieux de l'indépendance d'esprit de ses enfants. Par défaut, l'enfant il croira sur parole ce que lui diront les adultes, tant qu'il n'y aura pas un adulte qui lui aura dit de ne pas les croire sur parole. Ou alors, bon, qui vive une expérience personnelle qui lui prouve que les adultes peuvent avoir tort. Et du coup, c'est tout le paradoxe du pouvoir spirituel. On ne peut pas choisir de ne pas l'exercer. Et le mieux que je puisse faire, la chose que j'essaye de faire moi-même et que je conseille aux gens, bah, c'est de l'exercer uniquement de la seule façon qui me semble éthiquement acceptable, c'est-à-dire de l'exercer uniquement pour faire croire aux gens qu'ils doivent se méfier de leurs croyances. C'est encore plus paradoxal si on transpose ça à la politique et à l'éducation dans une société entière. Le seul moyen de s'assurer que tout le monde se méfiera de toutes ses croyances et donc ne se soumettra pas trop au pouvoir spirituel des autres, bah, c'est d'imposer à tout le monde une croyance en la nécessité d'avoir de l'esprit critique. Il faut accepter d'exercer son pouvoir spirituel pour espérer aider les gens à ne pas s'y soumettre. C'est pas très satisfaisant, mais j'ai pas mieux. Du coup, bah, voilà, mon message principal ce soir, ce sera celui-là. L'esprit critique est une arme politique. Remettez sans cesse en question tout ce que vous croyez savoir, tout ce qui vous semble évident, toutes vos certitudes, y compris ce que je viens de vous dire. Il y a des méthodes pour ça, renseignez-vous sur le scepticisme, la zététique, ou tout simplement la méthode scientifique. Parce qu'on peut bien faire des révolutions, si tout le monde reste persuadé que le pouvoir qu'on vient de renverser, il était légitime, il disparaîtra jamais vraiment. Il n'a pas suffi d'interdire le racisme, le sexisme ou l'homophobie officiellement dans la loi pour qu'ils disparaissent. Et alors que ça fait plus de 2 siècles qu'on a aboli l'Ancien Régime, il y a toujours des gens qui croient à la légitimité du pouvoir de la force et qui tentent périodiquement de le rétablir comme critère principal. L'esprit critique, en fait, c'est la seule chose qui permette d'espérer convaincre le monde entier un jour qu'aucun critère de légitimité du pouvoir n'est valable. En tout cas, pas objectivement, c'est toujours un choix subjectif. Le concept même de légitimité du pouvoir, c'est purement arbitraire et subjectif. Et que du coup, le seul moyen que tout le monde trouve les moyens de son bonheur dans ce monde, c'est de discréditer toutes les formes de pouvoir. Et chacun d'entre nous peut y contribuer en cultivant son esprit critique et en encourageant les autres à le faire. Voilà, fini. Bon, à 19h37, ça me semble pas mal, hein, j'ai tenu à peu près dans les temps. Donc si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des critiques, évidemment vous en avez forcément. Ah bah, j'espère, hein, vu le nombre de trucs énormes que j'ai balancés. Et donc voilà, vous avez la parole. Juste pour info, vu qu'il y a sans doute des gens qui vont partir au fur et à mesure, j'ai mis des petites cartes là pour, voilà, si vous voulez retrouver sur internet ce que je fais. Voilà. Donc bah, allez-y, hein, si vous avez des trucs à... Donc voilà, soit vous parlez suffisamment haut pour que tout le monde vous entende, soit je vous amène le micro. Et puis voilà, vous avez certainement des questions, des interrogations, voilà, des contradictions, etc., etc. Donc c'est à vous. Vous avez été invité. Est-ce que j'aurais exercé beaucoup trop de pouvoir spirituel sur vous? Invité à douter. À ne pas le croire légitime. Merci pour la conférence. Rien. Toi, comment tu t'intéresserais à quelqu'un dont tu estimes qu'il a des croyances dangereuses? Bah déjà dangereuse pour qui? Pour lui ou pour les autres? Les deux. Comment je m'adresse à lui?
c'est bon. Tu vas me demander de résoudre un. Ces croyances exister. Hein, pardon? Si tu estimes que tu peux pas laisser ces croyances exister parce que c'est trop dangereux. Bah, je pense que bon là. Bon, je précise qu'on est tous les deux dans les milieux dits sceptiques ou zététiques ou des choses comme ça. Donc c'est des questions qu'on se pose tout le temps, parce que c'est des milieux dans lesquels on essaye de montrer qu'un certain nombre de croyances très, très généralisées ne tiennent pas la route, quoi. Et on se pose tout le temps la question de savoir comment s'adresser aux gens qui croient à ces choses-là pour essayer de les faire douter. Mais avec le gros problème principal, c'est ce qu'on appelle la réactance. C'est-à-dire qu'en général, quand on commence à dire à quelqu'un, à lui donner des arguments contre sa croyance, le résultat le plus courant, c'est qu'il se met à s'accrocher encore plus à sa croyance et à vouloir se défendre à tout prix. Et du coup, on a le résultat exactement inverse. Donc c'est très compliqué. Bah, du coup, là-dessus, je ne peux pas faire autre chose que de recommander les méthodes que développent certains sceptiques, qu'on appelle l'entretien épistémique, qui est en fait le fait d'essayer de ne pas débattre et argumenter avec la personne, pas donner son avis, mais simplement essayer de pousser la personne par des questions successives à lui-même se questionner sur pourquoi il pense que ce qu'il pense est vrai. Et voilà, donc il commence par faire, il faut trouver des affirmations qu'il va vouloir vous faire. Et puis après, on va demander, mais alors comment tu sais que ça c'est vrai, d'où ça vient, et puis essayer de gratter à chaque fois sur peut-être l'endroit où ça semble un peu faible et lui demander là, d'où tu tiens cette information. Voilà. Normalement, de cette façon-là, il y a moins de réactance, la personne peut un peu plus se mettre à se poser elle-même des questions. Par contre, il ne faut pas espérer... faut pas chercher la victoire, quoi. Faut pas espérer le voir dire « Ah oui, c'est vrai, tu avais raison, j'ai totalement tort, j'abandonne toutes mes croyances ». C'est pas comme ça que ça marche. Généralement, il va après réfléchir de son côté, se poser des questions, et puis peut-être un jour, de son côté, se dire « Ah tiens, en fait, j'ai changé d'avis ». La plupart du temps, vous le saurez jamais, en fait, si vous avez obtenu quelque chose ou pas. C'est un peu frustrant, mais bon, voilà. Et des fois, il y a des gens qui reviennent vous voir quelques temps après. Moi, des fois, j'ai des commentaires de gens qui viennent me voir et qui m'ont dit « J'ai regardé ta vidéo, la première fois, j'étais super énervé. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment pas possible d'écouter ça. » Et puis, finalement, j'ai réfléchi dans mon coin. Et puis là, je suis revenu, je me dis « Ouais, en fait, t'avais peut-être pas tort. » Et voilà, bon. Voilà, c'est l'avantage de faire une chaîne YouTube, quoi. On a des gens qui peuvent revenir après, on peut avoir des retours. On n'a pas forcément toujours... Mais après, bon, il y a plein de façons de faire, parce qu'il y a des gens qui sont plus ouverts à la discussion que d'autres. Il y a des gens avec qui on peut se permettre d'avoir un vrai débat sans que la personne soit offusquée tout de suite, qu'on attaque ses croyances et monte sur ses grands chevaux et ait plein de réactance. Donc c'est aussi possible d'avoir un vrai débat après. Voilà. Une autre question? Quelqu'un veut prendre la parole? Je pose un micro. Dans la mesure où on dit que le pouvoir est finalement inhérent à plusieurs espèces depuis très longtemps et que finalement on peut dire que c'est rendu jusqu'à l'homme, donc il aurait été possiblement sélectionné, pourquoi est-ce qu'on veut absolument le combattre et dire que c'est quelque chose d'illégitime ou de négatif? En fait, ça dépend de ton but. Le truc, c'est... La question, c'est est-ce que ton but, c'est... Donc, la sélection naturelle, elle n'a pas de but. Hein. Déjà, la nature n'a pas de but, il faut être clair. C'est juste du hasard. Et il se trouve que la sélection naturelle, c'est un filtre sur les mutations qui va faire que telle mutation peut être transmise ou ne peut pas être transmise. Et le résultat, c'est que ce qui reste au final, c'est ce qui permettait la transmission la plus efficace. Du coup, prendre pour modèle la sélection naturelle, considérer comme justifier tout ce qu'a fait la sélection naturelle, ça n'a de sens que si tu te choisis comme but pour la société humaine le fait de transmettre le plus possible tes gènes. Et il me semble que c'est pas vraiment le but de la plupart d'entre nous, en fait. Je pense que la plupart d'entre nous ne conçoivent pas toutes leurs actions dans leur vie et dont leurs actions politiques dans le but de la transmission la plus efficace des gènes. Donc du coup, la question c'est surtout pourquoi le fait que ça a été sélectionné par la sélection naturelle serait d'une quelconque manière un argument pour continuer à le pratiquer, en fait.
Après, suivant ton but pour la société, il y a des gens qui, effectivement, justement, le darwinisme social, c'est ça, c'est le fait de présupposer comme étant soi-disant une évidence qu'on doit prendre comme but pour la société le fait de transmettre au mieux ses gènes, quoi. On voit ça se passe comme ça dans la nature, faut faire pareil. Mais faut faire pareil que la nature, pourquoi ? Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de raison particulière de faire comme dans la nature. Et du coup, il y a d'autres gens qui n'étaient pas d'accord et qui ont considéré que, oui, sans doute que renoncer à l'eugénisme, au darwinisme social, peut-être que ça assurera pas la meilleure transmission possible pour nos gènes, mais on s'en fout, parce que notre but, c'est pas qu'on transmette au mieux nos gènes, c'est par exemple qu'il y ait le plus possible de gens qui soient le plus heureux possible. Ça peut être un but, par exemple, qu'on peut se donner pour la société. Officiellement, c'est le but qu'on s'est donné dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est pour ça que la plupart des gens, des politiques, actuellement, ils se sentent obligés de justifier leur projet comme étant soi-disant forcément motivés par le fait d'avoir le plus possible de bonheur pour le plus possible de gens. C'est parce que c'est quand même marqué dans notre Constitution que c'est censé être notre but officiel, quoi. Mais en vrai, il y a plein de gens qui ont plein de buts différents et c'est pour ça qu'ils n'ont pas les mêmes options politiques. Voilà. Et la conscience de pouvoir avoir un but différent que de transmettre nos gènes, ça serait... Enfin, moi, j'ai réfléchi, mais ça serait spécifique de pouvoir être conscient, d'être conscient de faire autre chose de sa vie. Ça, c'est compliqué, parce que déjà, il faudrait être dans la tête des animaux pour savoir exactement de quoi ils sont conscients. Tout le problème, quand j'ai fait mon épisode sur le propre de l'homme, où je disais que le plus probable pour moi, c'était que tous les animaux étaient conscients, plus ou moins, et que nous, on avait plutôt des spécificités inconscientes, c'est plutôt l'hypothèse par défaut. C'est un peu comme là, ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire de considérer que par défaut, il n'y a pas de raison de penser que c'est différent si on n'a pas de preuves de fonctionnement différents. Moi, c'est en observant les signes extérieurs de la conscience, tout ce qu'on peut voir comme si extérieur, c'est l'activité du cerveau. Il se trouve que des activités électriques dans des systèmes complexes de décision, ça, il y a ça chez tous les animaux, donc a priori, on peut considérer qu'ils ont une conscience. Après, conscience de leur but, moi, je dirais que c'est peu probable qu'ils aient conscience de leur but. Déjà, je ne pense pas que leur but, à eux, soit la transmission de leurs gènes. C'est pas, vu que c'est même pas le but de la sélection naturelle, c'est le résultat de la sélection naturelle, la transmission des gènes. A priori, le plus probable, justement, avec le système de récompense, c'est que le but que suivent les animaux, c'est de rechercher des choses qui leur promettent du plaisir et d'éviter des choses qui leur promettent de la souffrance. A priori, c'est ce qui a l'air de motiver, selon les expériences qui ont défini ce qu'était le système de récompense, c'est ce qui a l'air de motiver la plupart des actions des animaux. Et par exemple, c'est peu probable que les animaux sachent que quand ils font l'amour, ça va donner des enfants. Je pense pas qu'ils fassent ça pour avoir des enfants. Ils font ça parce que ça leur procure du plaisir. D'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle ça procure du plaisir, c'est parce que il a bien fallu qu'ils aient une motivation à le faire pour qu'ils continuent à se reproduire, et du coup, ce qui a permis à cette caractéristique-là, le fait d'avoir du plaisir quand on fait des choses sexuelles, de se transmettre. C'est parce que c'est favorable à la reproduction. S'ils n'étaient pas motivés par le plaisir, s'ils avaient conscience de vouloir faire des enfants et que c'était vraiment leur but de faire des enfants, sans doute que ça ne nous procurerait pas de plaisir de faire du sexe, parce que ça servirait à rien que ça nous procure du plaisir, on serait motivé par autre chose. Donc voilà, je pense que les animaux n'ont pas conscience de chercher à transmettre leurs gènes, parce qu'ils ne cherchent pas à transmettre leurs gènes en fait. Je ne sais pas à quel point ils ont conscience de rechercher le plaisir et d'éviter la souffrance, mais en même temps, je te ferai remarquer que c'est la même chose chez les humains. Parce que moi, là, je vous affirme que ça, c'est ma conviction personnelle. Je pense que c'est exactement la même chose chez les humains. Je pense qu'aucun humain ne fait la moindre action dans sa vie dans une autre motivation que de rechercher quelque chose qui lui promet du plaisir ou qui lui promet d'éviter de la souffrance. Et la plupart des gens ne sont pas d'accord avec ça. La plupart des gens sont persuadés qu'ils n'agissent pas pour ces raisons-là. Donc, si j'ai raison, les humains, ils ne sont pas spécialement plus conscients que les autres animaux de leur véritable motivation.
a priori. Mais j'ai peut-être tort. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça, c'est étonnant, je m'attendais à plus de contestation. Il y a une demande là. Oula, oups, j'ai fait tomber le... Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que réellement dans un système anarchique ou démocratique idéal, il faudrait développer la capacité individuelle et collective à produire de la légitimité, produire de la croyance et en même temps développer l'esprit critique? Pour moi, c'est surtout développer de l'esprit critique que je trouve important, parce qu'après, est-ce qu'on a vraiment besoin de croire en la légitimité? Je suis désolé, je vais le poser là, ça va être plus simple. Est-ce qu'on a vraiment besoin, dans une société, que les gens croient en la légitimité d'un pouvoir? Moi, dans mon esprit, je crois à la légitimité d'aucun pouvoir, en fait. Je pense vraiment que la légitimité, c'est un concept totalement métaphysique et absurde. La légitimité, ça supposerait, en fait, une quelconque objectivité dans le fait que oui, il faudrait que tout le monde reconnaisse tel pouvoir comme légitime. Moi, je crois pas. Moi, je pense que, en fait, juste le mieux à faire, ce serait que tout le monde prenne conscience de ce qu'il cherche vraiment. C'est-à-dire que tout le monde assume, ait conscience et assume vraiment que ce qu'il veut, c'est avoir le plus possible de plaisir, éviter le plus possible de souffrance, et que ensemble, on discute pour savoir quel est le meilleur moyen pour que tout le monde arrive à trouver ça. Alors, on pourrait supposer qu'il y a une personne qui décide qu'elle va chercher juste son propre plaisir et éviter sa propre souffrance, et que du coup, l'intérêt des autres, elle s'en fiche. Sauf que là-dessus, je compte quand même sur le fait qu'on est des animaux sociaux, qu'on a des besoins sociaux. Là, pour le coup, on a quand même pas mal de savoir en sciences humaines qui nous montrent que c'est quand même très difficile pour une personne de vivre heureuse toute seule au milieu d'un océan de malheur. À part si vraiment, ça va être possible pour une toute petite élite, quoi. S'ils arrivent à organiser le système pour que vraiment il n'y ait aucun des malheurs possibles de la société qui les atteigne et qu'ils vivent dans leur tour d'ivoire, ils peuvent y arriver. Mais clairement, tant que tu n'es pas la petite dizaine de personnes qui vit bien, t'as pas intérêt à ça. Donc de toute façon, tout le monde va se révolter contre, tout le monde va essayer de détruire ce pouvoir. Donc c'est pas intéressant. Donc du coup, ça me semble juste logique si les gens se mettaient à juste admettre que ils ont juste envie de prendre du plaisir dans la vie et d'éviter de souffrir, ils vont devoir se mettre d'accord entre eux pour ménager l'intérêt de tout le monde, voire demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont envie, de quoi ils ont envie, quels sont leurs désirs et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont envie d'éviter comme souffrance, qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir comme plaisir, et puis trouver le moyen de s'arranger entre nous pour que la plupart des gens aient le plus possible la satisfaction de leurs désirs. Là-dessus, il n'y a aucune histoire de légitimité, en fait. C'est vraiment juste pratique, quoi. C'est comment, pratiquement, chacun va se mettre d'accord avec les autres pour obtenir ce qu'il veut. Bon, moi, mon modèle pour obtenir ça, c'est ce qu'on appelle le communisme libertaire, c'est le truc de Kropotkin. C'est de chacun selon ses moyens et ses envies, moi je rajouterais, et à chacun selon ses besoins et ses envies. C'est-à-dire qu'en gros, les gens font ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont les moyens de faire pour la collectivité, ils mettent des choses au pot commun. Les autres, ils se servent en fait, ça s'appelle la prisota chez Kropotkin, ils se servent tant qu'il y en a, ils en prennent. Ça c'est pour les choses qui sont abondantes, et s'il y a des choses qui sont rares, qui se mettent à manquer, on rationne en se mettant d'accord sur la priorité aux gens qui ont le plus besoin, qui manquent le plus. Voilà. Ça c'est mon modèle de société, et je pense que c'est un modèle plutôt pragmatique si on veut satisfaire le plus possible de plaisir du plus possible de gens et éviter le plus possible de souffrance du plus possible de gens. Moi, je voulais revenir sur l'aspect croyance. Pour moi, il y a une base de croyance dans les êtres vivants, étant donné qu'ils ont accès à des informations limitées.
ils extrapolent des choses. Donc, pour moi, c'est aussi une base de l'humanité de produire de la croyance. Et donc, pour moi, en niant le fait qu'il y ait des croyances, du coup, on n'arrive pas à gérer la croyance, à produire ses effets et aussi la questionner. Donc, moi, c'était sur ce point que je parlais de la croyance. Oui, mais disons que si je tiens à développer l'esprit critique, c'est bien que je reconnais que les gens ont des croyances. Je pense d'ailleurs que le combat contre les croyances par l'esprit critique, il est éternel et il est vain, quoi. Enfin, on n'arrivera jamais à n'avoir aucune croyance. Ça voudrait dire qu'il faudrait que on doute de absolument tout en permanence et que on vérifie chacune des choses qu'on pense, on la vérifie en permanence et puis il faudrait la vérifier à chaque seconde parce que peut-être que ce qui était vrai à l'instant, c'est plus vrai à l'instant d'après. Donc c'est impossible, évidemment qu'on aura toujours tous des croyances. Ce qui est important dans l'esprit critique, c'est justement d'être suffisamment conscient de ce problème-là, du fait qu'on aura de toute façon toujours des croyances pour avoir une... C'est bien d'utiliser le terme hygiène mentale parce que c'est une chaîne de zététique qui est très très bien et que je vous conseille. C'est aussi un copain. Voilà, une hygiène mentale à entretenir dans sa tête, de toujours prendre la peine de se méfier des certitudes qu'on a et essayer de les vérifier le plus possible dans la mesure dans ce qui est raisonnable, quoi. Voilà, pour pas nous pourrir la vie non plus, quoi. Voilà. Mais du coup, oui, c'est même la base de l'esprit critique, c'est de reconnaître qu'on a des croyances et qu'on en aura tous et toujours, quoi, forcément. C'est obligé. Sinon, l'esprit critique servira à rien. Je vais reprendre une polémique disant à chacun selon ses besoins et chacun selon ses moyens, qui pour moi reste quelque chose, en tout cas une théorie à laquelle j'aimerais tendre. Mais je vois que ce qui s'est passé en Espagne dans les années 20-30 avec des villages qui se réorganisaient de manière à ce qu'il n'y ait plus un seul pouvoir, mais que chacun ait son petit mot à dire pour l'organisation d'un village. Ça se remet en place actuellement en Espagne. Ça se répand. Je ne sais pas si on peut trouver quelques modèles de village. Alors, dans un village, ça peut être une petite ville aussi. Ça demande du temps aussi pour se réunir et puis se mettre d'accord sur ce qu'on fait, sur les choix qu'on fait pour la communauté. Mais le problème, c'est que ce serait comme une tribu je ne sais pas si on appelle tribu de singes. Pour moi, ça fonctionne à la petite échelle. Et alors, dès que le groupe d'humains ou d'animaux devient trop grand, c'est là que la corruption peut arriver, parce que le fait d'être trop éloignés les uns des autres empêche cette empathie qui fonctionne bien dans le village d'Astérix. Bon, alors effectivement, c'est un problème important et un questionnement qui a toujours été important dans les milieux démocrates, puis socialistes, puis anarchistes. Voilà, hein, la question est toujours très, très saillante de l'échelle, quoi, problème d'échelle. Là-dessus, je peux pas dire que j'ai vraiment des démonstrations. De toute façon, on n'aura pas de démonstration tant qu'on n'essaierait pas à grande échelle, hein, voilà, que c'est possible. Mais je pense que, bon, déjà, il y a quelques solutions qui ont été proposées par différents théoriciens. Bon, déjà, il y a le fédéralisme, hein, le fait d'effectivement, on fait par petits groupes, par commune, mais après, pour des questions qui concernent plusieurs communes, on envoie des délégués, mais avec un mandat impératif, révocable, tout ça, voilà, qui transmettent la parole et après qui eux-mêmes se réunissent à une échelle plus grande. Et après, on peut comme ça aller jusqu'au monde entier, quoi, faire des délégués de délégués, machin. Je
pense que c'est éventuellement envisageable que ça marche. Je sais pas, je peux pas le garantir, j'en sais rien. Après, il y a d'autres trucs aussi. Je pense effectivement que pour que même un système fédéral comme ça, pour que ça marche, il faudrait effectivement une certaine empathie mondiale, quoi, pour que les gens ne remettent pas en cause l'idée même que c'est nécessaire de se mettre d'accord avec les autres communes, quoi. Moi j'ai tendance à penser qu'on a quand même... on a fait, dans l'histoire, on a commencé avec des tribus qui étaient à peu près une famille, en fait. C'est vraiment la même chose que le clan familial, quasiment, les tribus de chasseurs-cueilleurs. On a continué à vivre en ayant quand même pas mal d'empathie. Alors, c'était pas non plus des trucs où on partageait tout, hein, mais au moins des choses où on se mettait pas à vouloir faire du commerce entre nous au sein de la communauté et tout ça. Ça a duré quand même jusqu'à au moins 700 avant Jésus-Christ. Ça a duré beaucoup plus longtemps à d'autres endroits. Moins 700, c'est quelques endroits sporadiques où on s'est mis à inventer le commerce et la monnaie, tout ça. Alors évidemment, il y avait aussi le système féodal, voilà. Mais dans le système féodal, le problème pour moi n'est pas le manque d'empathie, c'est juste simplement la croyance en la légitimité du pouvoir par la force et des choses comme ça, mais les communautés, elles étaient plutôt solidaires entre elles, entre serfs en tout cas, voilà, bon. Et donc jusqu'à assez tard, on s'est élargi quand même de plus en plus, en réussissant quand même à garder un certain sentiment d'empathie commune et tout ça, et d'intérêt les uns pour les autres. Et il me semble que c'est plus l'introduction du modèle commercial et du capitalisme qui a réduit nos capacités empathiques plutôt que simplement le fait qu'on soit tellement grand qu'on ne pouvait plus être empathique et donc on s'est mis à faire du commerce. Parce que historiquement, il y a eu des décisions politiques d'instaurer le commerce et il y a eu une certaine conscience que pour instaurer ça, il a fallu pousser les gens à se voir comme des individus en concurrence les uns avec les autres et tout ça, parce que sinon ils refuseraient de faire du commerce entre eux. Donc, moi j'ai tendance à penser qu'on a des capacités d'empathie bien plus larges que celles qu'on exerce actuellement, qui sont bridées par notre culture actuelle, justement, notre culture capitaliste. Mais bon, c'est sûr que c'est très hypothétique, hein. Je peux pas le garantir, mais j'ai tendance à penser qu'on pourrait avoir une bien meilleure empathie. Après, je me dis qu'il y a quelques exemples quand même du fait qu'on peut avoir une empathie qui va bien plus loin que la communauté locale et tout ça, dans le fait que, même aussi techniquement, on a des avancées techniques qui permettent d'élargir un peu, je pense, l'empathie. Le fait que, par exemple, actuellement, on puisse parler aussi facilement avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde que s'il était dans la même pièce, et devenir super pote et même super proche avec lui, voilà. D'un coup, ça va peut-être, si on a un ami qui est à l'autre bout du monde, ça va peut-être nous pousser à être un peu plus conscients de ce que c'est que la vie là-bas, du coup à avoir plus d'empathie pour eux et tout ça. Je pense sur Internet, par exemple, il y a un certain nombre de gens, je dirais pas qu'ils sont majoritaires, hein, il y a beaucoup de gens d'extrême droite sur Internet et tout ça, mais il y a quand même une culture dans certains milieux qui clairement a plus du tout de notion d'appartenance locale, quoi, qui ne pensent pas qu'ils sont spécifiquement français ou machin et tout, et qui communiquent avec le monde entier comme des égaux, vraiment. Donc, je sais pas, moi je pense que je suis peut-être plus optimiste, mais je pense que c'est envisageable. En tout cas, je pense qu'il faut essayer. Une autre question, une remarque? Une contestation? Ah oui, je peux ajouter peut-être un truc aussi, c'est que un truc qui est très important pour moi, par contre, c'est pour ça que je suis pas, par exemple, communiste, marxiste, quoi. C'est que, vu que je suis pas certain que c'est possible, mon idéal de société, je préfère faire en sorte que toutes les étapes intermédiaires qui mènent à cet endroit-là soient déjà préférables à ce qu'on a maintenant.
Et du coup, c'est le problème que j'ai, par exemple, la dictature du prolétariat, c'est que pour moi, c'est pire que ce qu'on a maintenant, donc c'est pas vraiment souhaitable si, au cas où, on sait jamais, au cas où la dictature du prolétariat ne mènerait pas à la société communiste, c'est quand même envisageable au bout de 70 ans sans que ça évolue en URSS, par exemple. Voilà, je préfère quand même faire des sociétés intermédiaires qui elles-mêmes sont déjà des avancées du coup. Voilà, c'est pas essentiel pour moi de croire absolument que c'est possible, mon idéal, du moment qu'on peut avancer dans cette direction le plus possible, quoi. Voilà. C'est marrant comme les questions font aller vachement plus loin que la conférence, quoi. C'est pas du tout prévu de parler de tout ça, mais très bien. Quelqu'un? Ouais. Oui. Je vous remercie pour tous vos points de vue. C'est vraiment un peu... Mais je suis d'une génération différente de la vôtre. Donc j'ai une évolution différente. Vous utilisez un média sur Internet que je ne maîtrise pas, en tout cas pas certainement autant que vous. Et j'aurais que vous me donniez votre point de vue sur les influenceurs. Bah déjà, le terme choisi oriente quand même pas mal la réponse, quoi. C'est-à-dire que m'aurait demandé mon avis sur les vidéastes, ce serait pas la même chose que sur les influenceurs, forcément. C'est des gens qui assumeraient en plus le terme d'influenceur pour eux-mêmes. Pour moi, c'est les pires, quoi. Donc déjà, ça définit quand même un peu précisément. Voilà, il y a des gens qui... C'est un média, donc pour moi, un média, c'est un outil. Un outil, ça s'utilise de toutes sortes de façons possibles. Il y a des gens qui font des choses très bien avec, il y a des gens qui font vraiment de la merde avec. Et c'est aussi un média qui a eu beaucoup de succès, quoi, voilà, et qui mène beaucoup d'audience. Du coup, forcément, ça a intéressé des gens qui font de l'argent. Et voilà, et puis comme c'est un système qui marche, le système par défaut qui est proposé par YouTube, c'est de la rémunération par la publicité. Donc forcément, les gens vont faire ce qui marche le plus pour avoir le plus d'audience possible et avoir le plus de pubs possible. Bon là, du coup, en fait, on retrouve tout simplement la façon de fonctionner de la télé, hein, avec l'audimat et qui fait venir des annonceurs, et voilà. Et du coup, on a des formes qui vont ressembler à la télé. Je dirais qu'il y a quand même une petite différence dans le sens où les interactions constantes avec les autres vidéastes et avec les viewers, les spectateurs, ça oblige quand même à prendre un petit peu plus en compte la vie des gens qui regardent, voilà, et subissent un peu moins quand même. Du coup, je dirais que moi, même si j'ai éteint ma télé depuis très longtemps et que je regarde plus la télé, même des influenceurs hyper commerciaux sur YouTube, je trouve ça plus supportable à regarder quand même. Mais bon, ça doit être sans doute ma culture particulière, je ne sais pas. Mais après, effectivement, il y a toutes les dérives possibles, parce qu'on est dans un monde capitaliste, que YouTube c'est une entreprise capitaliste. Après, il faut voir qu'il y a différents modèles pour gagner de l'argent quand on crée des trucs sur Internet. Et ils n'ont pas tous les mêmes effets pervers. Là, je parlais du fait de gagner de l'argent par la monétisation des vidéos, c'est-à-dire le fait de montrer de la pub dessus. Et du coup, on a un pourcentage au nom du droit d'auteur. En fait, cette rémunération-là, elle est tellement faible qu'il y a très peu de gens qui en vivent vraiment. Il faut vraiment faire des millions de vues pour que ça commence à être intéressant. Derrière, du coup, il y a deux modèles. Il y en a un qui est pire, qui est qu'en fait, ils se mettent à faire des partenariats commerciaux avec des marques qui, au départ, en plus, ils faisaient ça en cachette. Hein, ils disaient pas que c'était de la pub, et puis c'était de la pub. Bon, maintenant, ils sont obligés de le dire. Donc voilà, il y a la pub. Donc en fait, leur vidéo, c'est de la pub, avec de la pub au début et de la pub à la fin, mais la vidéo en elle-même, c'est de la pub aussi.
Mais il y a un autre modèle à côté qui est le modèle de mécénat participatif. Et ça, c'est ce que je fais moi. C'est-à-dire que j'essaye de vivre de ma chaîne YouTube quand même. Alors je précise que ce n'est pas une chaîne que YouTube, c'est une chaîne Peertube. C'est-à-dire que je suis aussi sur une plateforme de vidéo qui est un logiciel libre maintenu par des associations, des choses comme ça. Donc là, pour le coup, c'est vraiment très différent dans l'ambiance. Par contre, il y a beaucoup moins de monde, hein, évidemment. Et c'est surtout militant, les gens qui vont là-bas. Donc je préfère être aussi là où sont les gens, puisque je veux parler aux gens. Donc voilà. Mais du coup, moi, je monétise pas mes vidéos. Évidemment, je fais pas d'opération commerciale. Hein, je vois pas trop quelle marque, de toute façon, voudrait faire des opérations commerciales avec ce que je dis. Mais par contre, j'ai des pages sur des sites qui permettent de donner de l'argent, voilà, de faire des dons à des gens dont on apprécie le travail pour les aider à continuer leur travail. C'est comme le mécénat des artistes à la Renaissance, quoi, sauf que au lieu d'être financé par des grands industriels ou par des hommes politiques, je suis financé par les gens qui regardent, quoi. Et en fait, ils donnent je sais pas, des petites sommes, quoi. Alors on peut donner ponctuellement, on peut donner par mois. J'ai tout un tas de gens. Là, je crois que je vais atteindre, je suis pas loin des... Enfin, si je compte les différentes plateformes, je dois être à genre 80 personnes, peut-être 90, qui me donnent de l'argent, dont la plupart c'est tous les mois et c'est genre 1 euro ou tout comme ça. Bon, il y en a qui vont jusqu'à 5 euros, jusqu'à 10 euros et tout. Ça leur coûte pas grand-chose. Et au final, tout cumulé, ça fait, voilà, ça commence à faire une somme conséquente. Moi, j'ai pas une énorme chaîne, donc il n'y a pas énormément de gens qui me donnent, mais j'en suis déjà là à toucher... je pense que je dois commencer à être aux alentours de 350 euros par mois, toutes plateformes confondues. Mon pote dont je parlais tout à l'heure, Christophe, qui fait sa chaîne Hygiène Mentale, lui, il a, moi j'en suis là à 17 000 abonnés. Lui, il est à 300 000 abonnés. Il a, je sais plus combien de gens qui donnent, mais il a dépassé les 2000 euros de dons par mois. Donc il vit correctement, voilà. Et c'est juste par ça qu'il gagne sa vie. Donc il cherche pas du tout à faire des trucs commerciaux, à être un influenceur, à avoir, voilà, parce que il a pas besoin pour gagner sa vie. En fait, il y a des gens qui apprécient suffisamment ce qu'il fait et qui trouvent ça suffisamment important pour lui donner de l'argent tous les mois. Et même si ces derniers temps, il faisait moins de vidéos parce qu'il devait s'occuper de son enfant et tout ça, la plupart des gens sont pas partis et ils continuent à donner et tout. Donc je pense qu'en comptant comme ça sur la solidarité des gens, on peut faire un modèle complètement intéressant avec les plateformes d'hébergement vidéo. Je suis désolé, mes réponses sont très longues. Je suis très bavard. Le micro. Attends, je pense que le micro-cravate va capter tellement de gargouillis de ventre. Depuis tout à l'heure, ça, j'arrête pas de gargouiller. Non, plus personne. Oui. En fait, j'ai réfléchi en parlant parce qu'on a un peu divagué, mais du coup, disant que l'homme recherche des plaisirs, donc des choses qui rapportent un bénéfice ou quoi que ce soit, quelque chose de positif, ça fait de lui un peu une créature expansionniste, on va dire. Donc s'il y a une forêt inexploitée proche, on va aller en profiter, peut-être manger plus, etc. Bon, ça a perdu pendant un temps, maintenant on est sur une surface limitée, tout est plus ou moins conquis, exploité, etc. Et dans cette mesure, on disait qu'il faut partager également les ressources disponibles en bonne quantité, en abondance, et les ressources rares, les partager de façon équitable dans tout le monde ou les envoyer vers les gens qui ont plus besoin. Qu'est-ce qu'on fait si ces ressources qui sont rares sont des ressources vitales? Donc accès à l'habitat, à l'eau, à la nourriture, et qu'il n'y en a plus assez pour tout le monde. Et comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème sans rapport de pouvoir? Waouh. En fait, ce qui est bien, c'est là, je suis venu pour proposer une façon de réfléchir sur le pouvoir. Et là, j'ai l'impression que vous me prenez pour l'homme politique qui va résoudre tous les problèmes politiques de la Terre. Ça va être compliqué, hein. Mais non, mais je peux essayer de répondre. Mais déjà, je pense qu'il faut accepter l'idée qu'il n'y a pas toujours des solutions aux problèmes, hein.
À un moment, effectivement, peut-être qu'on va atteindre un stade où il y a vraiment des gens qui vont mourir et on ne pourra rien y faire. Et que, effectivement, dans ces cas-là, il y a des chances que ce soit compliqué de maintenir la paix sociale et l'entraide. Oui, c'est fort probable que le fait d'atteindre des limites des ressources disponibles sur la Terre nous amène des guerres et en retour du fascisme et ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Je dirais qu'un truc qui peut plus ou moins limiter un peu ce danger-là, c'est notre mémoire et notre culture massivement cumulative. C'est-à-dire qu'on a déjà vécu un certain nombre de choses, donc bon, il y a plus de gens vigilants qu'avant, je pense, qu'à l'époque en tout cas. Mais bon, je suis franchement pas sûr que ça suffise. Après, voilà, est-ce que en gérant mieux les ressources, en s'organisant mieux, on aurait autant de pénuries? Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire dans ce biais-là, par ce biais-là, pardon. Voilà, quand on voit par exemple, l'ONU fait plusieurs rapports qui montraient qu'on produisait largement assez de nourriture pour nourrir toute l'humanité, par exemple, mais simplement c'est pas bien réparti. Du coup, à des endroits on jette de la nourriture et à d'autres endroits on meurt de faim. Bon, il y a peut-être moyen de s'organiser mieux, plutôt que de constater juste il n'y a pas assez de bouffe. Après, pour l'énergie, c'est un des principaux problèmes là-dessus. Pour l'énergie, il va falloir essayer justement de prendre conscience, à la fois avoir suffisamment d'esprit critique pour remettre en cause la croyance qui est encore largement répandue, même si les gens ne le disent pas aussi clairement que ça, que les ressources sont infinies. Déjà que les gens acceptent l'idée qu'elles sont finies. Remettre en cause tout un tas de choses pour la façon dont on consomme l'énergie. Et puis aussi sur les énergies restantes, celles qu'on choisit de développer, celles qu'on choisit de maintenir, d'arrêter et tout ça, il va falloir être faire sacrément gaffe à ce qu'on fait et vraiment exercer notre esprit critique à fond pour pas faire des conneries, quoi. Parce qu'effectivement là, c'est très probable qu'on arrive à des catastrophes là-dessus et il va falloir jouer serré pour essayer d'éviter ce genre de choses. Et il y a des trucs, justement, tout l'enjeu là-dessus, par exemple, savoir si au moment du réchauffement climatique, la première urgence, c'est de se débarrasser des énergies fossiles ou du nucléaire, par exemple, ça c'est une question qui demande pas mal d'esprit critique et d'éviter forcément de prendre des décisions un peu rapides faites par juste des présupposés, parce qu'on n'a pas bien étudié le sujet, par exemple. Voilà, c'est ce genre de truc. C'est beaucoup de questions qui nécessitent de vraiment se poser et faire les choses un peu rationnellement, parce que sinon on peut aggraver les problèmes au lieu de les résoudre. Mais bon, même avec tout ça, même avec tout l'esprit critique du monde et en faisant les choses le mieux possible, c'est possible qu'effectivement on finisse par avoir des pénuries. Et là, je peux pas te dire, vraiment, j'ai pas de solution, quoi. Quelques notes? Bon, si personne... Si. C'est pas vraiment une question, c'est juste une réflexion comme ça. J'ai l'impression que tous les discours qui parlent d'esprit critique en faisant la promotion et même en parlant de la méthode pour bien penser ou penser de façon critique, j'ai l'impression que ça, majoritairement, ça ne fait que propager la croyance qu'on a tous assez d'esprit critique. Et qu'en fait, ça n'améliore pas beaucoup l'esprit critique. Enfin, souvent, en entendant des discours comme ceux qui ressemblent à la conclusion de ta conférence, ma première réaction, c'est d'être flatté et de me dire « Ah oui, c'est bien de réfléchir comme ça, je le fais tous les jours. » Et en fait, ma première réaction, c'est pas de réfléchir à mes croyances et à les remettre en question. Alors, déjà moi,
Ma conclusion, c'était peut-être pas assez clair, mais c'est que j'ai pas... je vous ai je vous ai pas parlé du tout d'esprit critique, hein. Je vous ai juste conseillé de vous y intéresser. Mais en vrai, là, c'est pas une conférence sur l'esprit critique, hein. C'est une conférence sur le pouvoir et la façon dont moi je pense qu'il faut essayer de redéfinir le pouvoir en prenant en compte les connaissances qu'on a, et surtout en acceptant enfin l'idée qu'on est des animaux. Mais là, on n'a rien dit sur l'esprit critique et le scepticisme et la zététique et tout ça, c'est un ensemble de méthodes. C'est en fait, je crois que j'étais pas sur la toute dernière version de ma conférence. J'avais rajouté ce petit passage-là. Je viens de me rendre compte que j'ai pas vraiment dit. C'est surtout un ensemble de méthodes en fait déjà des trucs qui permettent de prendre conscience d'un certain nombre de biais cognitifs qu'on a, de façons de penser spontanées, habituelles qui nous semblent logiques alors qu'elles ne le sont pas du tout. C'est un ensemble de petites techniques, d'astuces pour essayer de repérer les moments où on a des chances d'avoir mal raisonné et donc essayer de se reprendre là-dessus. Et puis voilà, des façons de simplifier un peu les choses qui sont basées sur la méthode scientifique en gros, mais en la rendant plus pratique à utiliser au jour le jour que en faisant des expériences en laboratoire, parce qu'on peut pas toujours faire ça. Mais il y a quand même des intermédiaires, quoi, des façons de faire qui permettent de faire ça. Ça, hygiène mentale, vraiment toute la chaîne est consacrée à faire ça. Allez sur hygiène mentale, vraiment. Enfin, il faut y aller, c'est important. Il y a d'autres gens, hein, il y a d'autres gens qui font ça. Après, je pense que pour moi, c'est le meilleur. Mais même ma chaîne, à moi, c'est pas tellement le sujet, en fait. La zététique, l'esprit critique et tout ça. Moi, j'essaye d'appliquer ce que je connais de l'esprit critique, du scepticisme, de la zététique, au sujet que j'ai envie de traiter. Et je traite de philosophie politique, en fait. Donc, voilà, le but ici, c'était... dans ce genre de conférence, ça rejoint une façon de faire, un projet, on va dire, plus ou moins, qui est devenu petit à petit le projet de ma chaîne au fur et à mesure que je me rendais compte que j'étais dans une position avec le cul entre deux chaises et qu'il y avait des gens qui se comprenaient pas des deux côtés en fait, que très vite il y a plein de sceptiques qui ont adoré ma chaîne et qui ont dit ouais t'es un pote, tu fais partie de la communauté sceptique, et de l'autre côté plein de gauchistes qui m'ont dit ouais t'es un pote, je fais partie des gauchistes, mais par contre qui se détestent entre eux, ils veulent vraiment se taper dessus, ils se supportent pas, et globalement je suis... moi, je comprends pas, parce que pour moi, ça me semble logique de faire les deux. Ça me semble évident que ça va ensemble, que c'est la même façon de penser pour moi. Et donc, j'essaye d'expliquer les liens entre les deux et d'expliquer en quoi l'un est utile à l'autre, quoi. Et j'essaye d'intéresser les sceptiques à la politique, c'est compliqué. Je suis souvent trop politisé pour eux, voilà. J'essaye d'intéresser les gens qui sont politisés à gauche au scepticisme, et souvent ça les fait chier, ils n'ont pas envie, voilà. Et donc je suis trop sceptique pour les militants. Moi, j'essaye de leur parler aux deux pour faire comprendre que c'est important d'avoir les deux. Donc là, je me disais que j'avais plus de chances de parler à des gens qui connaissaient plus le militantisme, et donc j'ai plus orienté sur l'intérêt pour les militants d'être sceptiques. Le même sujet, j'ai déjà une vidéo qui est enregistrée, qui est prête à être publiée dans les jours prochains, sur à peu près le même sujet, qui prend le truc totalement à l'envers et qui explique aux sceptiques pourquoi ce qu'ils font c'est politique et pourquoi c'est important qu'ils s'intéressent à la politique. Donc voilà, là, mon conseil c'est surtout aller taper sur internet ou aller acheter des livres voilà, qui parlent de scepticisme, qui parlent de zététique, qui parlent d'esprit critique et tout. Je vous ai pas fait du tout un cours là-dessus, vous avez rien appris là-dessus ce soir, hein. Voilà. Vraiment, on a parlé de philosophie politique, c'est autre chose, quoi. Et donc, oui, effectivement, c'est toujours le problème chez les sceptiques, les apprentis sceptiques, surtout maintenant, c'est la mode sur Internet. Il y a plein de gens, ils ont vu que c'était un terme qui marchait bien, alors qu'il y a des gens ils mettent sur leur bio Twitter ouais, je suis zététicien et tout ça.
En général, c'est juste une façon d'avoir un argument d'autorité, de dire oui, bah du coup, comme moi, je connais vachement bien la science, j'ai plus raison que vous, donc voilà, écoutez-moi, j'ai raison. Alors que, à la base, quand même, le principe même, quand on commence à s'intéresser à ça et à s'y connaître un peu, le premier truc que c'est censé apporter, c'est de l'humilité, quoi. C'est de savoir qu'il y a peu de chances qu'on ait raison sur tout ce qu'on pense et qu'il vaut mieux pas essayer de l'imposer, il vaut mieux pas, voilà, il vaut mieux se questionner d'abord soi avant de questionner les autres, et puis quand on questionne les autres, éviter de leur asséner des réponses toutes faites, voilà. Donc oui, évidemment, je vous dis pas de ressortir de la salle en continuant à penser ce que vous avez pensé et en disant c'est de l'esprit critique, c'est ce que ça n'est pas. je vous demande de vous poser des questions sur vos certitudes et il y a des méthodes pour ça, bah voilà, renseignez-vous dessus. Ah, je précise, à Bordeaux, malheureusement pour l'instant, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'assaut. On est en train d'essayer d'en faire une. Mais alors, c'est dur, hein. Franchement, on galère. Là, la motivation est compliquée, mais voilà. On est censé faire une soirée de lancement le 25 février. Où déjà ? Au Zigzag Café. Oui, au Zigzag Café. Mais alors, je vous garantis pas que ça va se faire parce que j'ai pas de nouvelles là dernièrement, mais j'espère que ça va vraiment se faire. Et puis sinon, bah, y en aura une un peu plus tard. Mais sinon, cherchez les dubitaristes girondins, ça s'appelle. Oui, c'est un peu bizarre comme nom. Les dubitaristes girondins. Et venez apporter de la motivation parce que du coup c'est un peu compliqué et que ça se fasse vraiment et qu'on se fasse cet assaut et voilà, ça pourrait être cool. Donc, une dernière question qui va appeler, j'espère, une réponse très très courte parce que nous sommes, je vais essayer. Ce temps qui nous est imparti. Non mais si tu me dis à l'avance qu'il faut être tout court, je vais essayer d'être court. Non, j'ai fait un peu écho à un monsieur qui disait tout à l'heure que bon, Internet, c'est pas trop son idéal. Moi, j'essaie, ouais, simplement, j'essaie de naviguer entre l'atelier où on peut avoir un esprit critique par rapport à la censure et au non-dit, et aussi où on dit à la sauce macronienne actuellement sur les manifs, sur plein de choses. Je pense qu'il faut continuer aussi de regarder les médias qui appartiennent au pouvoir. Il faut connaître leurs armes. Parce que on a mis quelqu'un sur Internet, on va trouver un peu au hasard, moi sinon j'avais une question sur le fait que j'ai un fils qui part du principe que le petit homme a une bienveillance innée. Alors moi je suis pas d'accord avec lui, il n'est pas une fois là-dessus, en disant que le petit homme il est quand même sacrément égoïste au départ, et que l'acquis de bienveillance ou de respect de l'autrui, il faut bien le construire par certaines croyances. C'est... L'autre, il va le tuer aussi, tu pourras pas choisir. Mais il n'y a pas besoin que ces croyances soient fausses. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est pratique avec les sciences humaines, c'est qu'a priori, ce qu'elles nous montrent jusqu'à maintenant, c'est plutôt que, ouais, il y a la grande majorité des gens ont plutôt intérêt à être sympas avec les autres pour avoir leur dose de plaisir et d'évitement de souffrance. Du coup, il n'y a pas besoin de lui mentir, en fait. Il n'y a pas besoin qu'il croie à des choses fausses. On peut lui montrer des choses qui sont plutôt bien solides et voilà. Il faut qu'il se renseigne sur les sciences humaines. Les gens qui croient qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls et en faisant du mal partout autour d'eux, sans être Donald Trump. Oui, non, mais après, on peut leur transmettre des choses mais enfin, de toute façon, quand on se renseigne sur les sciences humaines ou quand on se renseigne sur les sciences, on refait pas soi-même les expériences, donc on croit, hein, clairement, on n'a pas les preuves et tout. Simplement, il y a des raisons de penser que ceux qui ont établi le consensus actuel en sciences, je sais pas, comme par exemple le consensus sur le réchauffement climatique du GIEC, on lui fait confiance parce qu'on comprend à peu près quelles sont ces méthodes et elles ont l'air d'être assez fiables. Donc voilà,
effectivement, il faut faire confiance à un certain nombre de gens, et après, soi-même, bah, on va revulgariser ça à d'autres gens de manière plus simple, si c'est des petits, des choses comme ça. Donc on peut lui dire qu'effectivement, un enfant, qu'il faut qu'il soit sympa avec les autres, parce que sinon, après, les autres ne voudront pas être ses copains, et que peut-être qu'il sera triste de ne pas avoir de copains, par exemple. Ça me semble pas être une croyance totalement irrationnelle. Je pense que c'est assez... Ouais, ça me semble assez démontré comme truc. Je sais pas. C'est pas... Il y a une étude qui a été faite avec de jeunes enfants pour montrer que naturellement, il y a de l'altruisme quand même, en prenant une attention. Si l'autre, par exemple, l'autre enfant souffre, les enfants vont naturellement vers un enfant qui est malheureux. Bah, après... Et là, c'est des chercheurs. Hein, Après, on est une espèce très empathique. Oui, non, mais on continuera. On doit vider la salle parce qu'après la sécurité va arriver pour nous faire sortir, donc c'est pas la peine d'aller au-devant de... Juste une info d'une seconde. Allez pas seulement sur la chaîne Hygiène Mentale, allez sur le site Hygiène Mentale parce qu'il a un onglet qui s'appelle La Galaxie Sceptique et vous avez genre tous les liens de tous les trucs sceptiques que vous pouvez trouver. Et pas seulement sur Internet, allez sur Internet une fois pour aller là-dessus et vous aurez des références de bouquins là-dessus, par exemple. Merci infiniment à notre intervenant. Voilà, de rien. Vous avez compris que l'essentiel c'est de faire beaucoup de plaisir dans l'année, donc je vous souhaite une soirée pleine de plaisir. Merci, merci à tous.